D'abord, on va accueillir des étudiants, juste un peu après mon introduction, et puis ensuite 5 professionnels, vous verrez, et on va discuter de l'urgence d'agir. Alors c'est un sujet qui me tient évidemment beaucoup à cœur, et à tous les intervenants. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Jérôme Cohen, j'ai fondé une ONG qui s'appelle Engage, et qui travaille sur la capacité, l'encapacitation, c'est pas très joli ça, aider en tout cas les citoyens et les organisations à s'engager dans les grands défis environnementaux et sociaux. Puis j'ai lancé récemment un autre projet qui s'appelle le Grand Défi des entreprises pour la planète et qui est une adaptation de la Convention citoyenne pour le climat, mais pour on va dire le secteur économique et les entreprises pour essayer d'accélérer leur transition. Et on m'a demandé ce soir d'animer cette soirée, ce que je vais faire avec beaucoup de plaisir. L'urgence d'agir, je crois que si vous étiez aux conférences tout à l'heure, vous comprenez pourquoi on a rapproché ces deux mots. L'urgence par rapport aux défis écologiques et sociétaux, on les connaît tous, on connaît leurs liens. Et puis d'agir, parce qu'évidemment que l'on soit citoyen, politique, dans l'économie, dans les entreprises, il est urgent d'agir vite probablement par rapport aux urgences, aux enjeux qui s'accélèrent. On pourrait penser d'ailleurs qu'il est vraiment urgent d'agir. Et en même temps, par rapport à ces sujets, peut-être que l'on veut aussi se rapprocher du vivant, prendre notre temps et ne pas être dans cette engeance à agir. Et on pourrait penser du coup peut-être que urgence d'agir, finalement c'est plus qu'un oxymore qu'une évidence. Et c'est de tout ça dont on va parler avec nos intervenants juste après. Mais on voudrait commencer par les résultats d'un groupe de 6 étudiants qui sont dans des écoles de commerce, d'ingénieurs, d'université, tout mélangé, et à qui on a demandé d'apporter, de réfléchir à des solutions pour aider aussi le monde économique à bouger. Et donc c'est ce qu'ils vont nous présenter aujourd'hui. Il paraît que leurs propositions sont absolument, je dirais, tonitruantes, passionnantes, et pourtant, ils n'ont eu que 4 heures pour les préparer. Voilà. Alors, j'appelle sur scène Margot, Elliot, Bastien, Raphaël, Marie, Lisa, et ce travail a été encadré par Hélène, qui est professeure à la MBS, c'est-à-dire la Montpellier Business School. Voilà. C'est un garçon qui commence. Eh bien, ça commence bien, la révolution, hein. Allez, à toi, vas-y. Nous vivons de vivre l'été le plus chaud que nous avons connu, et pour la première fois, nous pouvons ressentir les effets concrets du réchauffement climatique. Augmentation des événements extrêmes, vagues de chaleur, canicules, sécheresse. Dans le même temps, notre génération se mobilise en organisant des manifestations, en écrivant des pétitions ou des manifestes. Loin d'être résignés et défaitistes, nous sommes à l'avant-garde pour transformer la société. Pourtant, les formations dans lesquelles nous étudions ne sont pas en accord avec cet engagement. Pire, elles contribuent souvent à aggraver le problème ou à créer des fausses solutions. Pourquoi étudier pour un avenir qui n'existera plus? Voilà la question que posait Greta Thunberg il y a 3 ans. Passé le temps des grands discours et des promesses, la tension est retombée et l'enseignement supérieur ne s'est pas ou très peu remis en question. Il est toutefois vrai que des décisions ont été prises, avec des améliorations notables, le label DDRS, les ateliers fresques du climat, les masters de spécialisation axés sur la transition écologique, et d'autres plus concrets, tels que la réduction de l'empreinte carbone en proposant du covoiturage ou en choisissant un fournisseur d'électricité verte, plus responsable. Mais ce n'est pas assez face à l'ampleur de l'urgence climatique. Car ce pas est tout de même trop mis en avant, afin de garantir une certaine compétitivité entre les différentes structures, tandis qu'il n'est pas si grand que prétendu. Ces faibles avancées existent, mais il en faudrait bien plus, et ainsi communiquer sur de vraies mesures, plus concrètes, et non celles en marge. Bref, on parle beaucoup, on n'agit plus. Les verrous au changement sont si nombreux. Pris dans des rapports de force et conflits futiles face à l'urgence climatique, les directions et conseils d'administration répondent que trop peu à nos appels. Lorsque nos directions se décident à agir, elles privilégient la communication à l'action. En réalité, cela cache le manque de moyens financiers et humains alloués. On y décèle surtout une absence de courage politique de prioriser ces enjeux et la volonté de promouvoir un modèle de réussite
mortifère, basée sur la supposée excellence et la compétition. Alors, pourquoi de tels freins? La transition écologique passe bien souvent en arrière-plan face aux enjeux institutionnels et aux indicateurs dépassés, comme les classements internationaux, qui guident les choix de nos établissements. Quel est le sens de classements internationaux dans un monde qui s'effondre? Ensuite, dans une situation où l'employabilité guide beaucoup de choix, les formations se calquent de plus en plus sur ce que demandent les grandes entreprises qui siègent dans les conseils d'administration, notamment des grandes écoles. Leur place nous inquiète et met en danger l'indépendance de l'enseignement public, en finançant la vie étudiante, la recherche et des chaires industrielles. C'est partant de ce constat que le modèle de société qu'on nous propose s'effondre et n'est plus adéquat que nous proposons plusieurs pistes d'action. Les différentes idées que nous allons vous proposer est la réponse à une question que nous nous sommes posées en tant qu'étudiants et étudiantes, qui est comment pouvons-nous combiner les convictions des étudiants avec les cursus proposés par les établissements de l'enseignement supérieur? C'est sous 3 pans que nous avons répondu à cette question. D'un côté, repenser l'enseignement des enjeux de transition écologique, repenser l'accompagnement des étudiants par leurs écoles, et enfin repenser le concept même de réussite. Repenser l'enseignement des enjeux de transition écologique. Dans un contexte d'urgence et pour répondre à une nécessité d'agir, nous nous devons d'être correctement informés. Ainsi, nous réclamons un enseignement complet sur les thèmes du climat, de la transition écologique et sociale. Parce qu'un cours facultatif dispensé uniquement en première année ne suffira pas, nous voulons que ces enjeux soient intégrés systématiquement dans l'ensemble de nos cursus universitaires, de manière transversale, et ce, pour chaque année du parcours. Cela permettrait à chacun d'appréhender son présent et son avenir, en pleine conscience de ses choix, tout en ayant des clés d'action pour transformer nos sociétés. Parce qu'en voulant aller toujours plus vite, nous en avons presque oublié notre nature d'être doués d'intelligence sociale. Nous réclamons un enseignement qui nous incite à créer du lien plutôt que des biens. En ce sens, nous souhaitons voir se développer des pédagogies alternatives dans nos universités qui laissent toute leur place au collectif, au faire ensemble et au vivre ensemble. Parce que la transition écologique doit être désirable, nous nous devons de nous imprégner des solutions et des actions qui existent déjà. Nous souhaitons donc que soit instaurée dans toutes les formations une expérience immersive dans une association ou un organisme en lien avec ces enjeux. Pour un second point, il nous paraît également indispensable de repenser l'accompagnement des étudiants par leurs écoles. Afin d'agir urgemment au sein des établissements du supérieur, nous pensons que l'accompagnement des élèves par les institutions scolaires doit se transformer. Les établissements doivent gérer les questions environnementales de façon concertée et cohérente. Tous les échelons administratifs et décisifs des écoles et universités doivent s'allier. Cela va de la décision d'insérer les enjeux de transition écologique dans tous les cours, d'intégrer des démarches écologiques dans les campus, de sensibiliser et former l'ensemble du personnel aux enjeux climatiques et aussi sociaux, à travers des formations à visée inclusive ou des formations contre les violences sexistes et sexuelles notamment. Nous demandons aussi aux directions des établissements supérieurs de soutenir autant que faire se peut les projets de leurs étudiants qui sont nombreux et innovants. Cela passe aussi par le fait de légitimer la parole des étudiants pour qu'ils puissent se sentir libres de s'exprimer et d'initier des projets. Et ces projets, une fois soutenus, seront aussi une façon d'animer les établissements et de participer à l'amélioration de leur réputation. Enfin, nous demandons aussi de repenser le concept même de la réussite. En partant du constat que la concordance semble de moins en moins réelle entre ce que proposent les établissements en termes de filières et de débouchés et ce que font finalement leurs alumni, il nous semble important de questionner le concept même de réussite. Le système dans lequel nous avons été élevés, nous avons grandi et nous sommes encore en train d'être éduqués, nous a donné une description et des imaginaires précis de ce que représente la réussite académique, professionnelle et personnelle vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. L'urgence d'agir passe par la proposition d'alternatives et par la valorisation de projets alternatifs. Repenser la réussite, c'est identifier la multiplicité des débouchés auxquels peuvent prétendre les étudiants et étudiantes et identifier que le schéma n'est plus linéaire. Repenser la réussite, c'est créer de nouveaux imaginaires. C'est par exemple de présenter aux étudiants des alumni inspirants qui ont fait le même parcours scolaire qu'eux et qui réalisent maintenant un métier auquel leur parcours ne les prédestinait pas forcément. C'est par exemple donner la parole lors d'un TEDx organisé par des écoles d'ingé à un ingénieur qui est devenu maraîcher. Nous appelons aussi à préparer différemment les étudiants à intégrer le monde professionnel. Au-delà de leur apprendre à être opérationnels techniquement, il nous semble important de prévoir des cours permettant de développer des soft skills. Les préparer à affronter par exemple les réticences qu'ils rencontreront dans leur lutte écologique et ou sociale, mais aussi à affronter la frustration de voir leur travail interrompu par un manque de soutien ou de moyens financiers.
C'est aussi mettre l'accent sur l'éco-psychologie et les éco-émotions qu'ils ressentiront. Pousser à la réussite d'un étudiant, c'est avant tout chercher à accomplir son bien-être. Nous appelons donc à accompagner différemment les étudiants dans leur réussite académique, professionnelle et personnelle. Nous appelons à leur donner la chance de se créer leur propre schéma de réussite. L'urgence d'agir est le thème de cette soirée organisée par Le Monde Nouveau. Nous avons travaillé durant 4 heures pour rendre compte de cette urgence au sein de l'enseignement supérieur. Universités, grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, écoles publiques ou privées, tous ces établissements sont aujourd'hui découplés des convictions de leurs étudiants quant à notre futur. Nous nous adressons aux directions d'établissements, aux conseils d'administration, aux entreprises mécènes qui siègent au sein de ces mêmes conseils d'administration, aux présidents d'université, à tout l'appareil institutionnel définissant les contours de nos formations. Plusieurs manifestes ont déjà été portés par des étudiants, dressant le constat que nos formations sont inadaptées à nos attentes. Le nôtre présente des points clés sur lesquels travailler. Nous proposons des actions concrètes aux directions afin de repenser la pédagogie, l'accompagnement et la réussite des étudiants. Ces solutions, qui pour certaines ont déjà été expérimentées dans des écoles, ne sont ni inatteignables ni compliquées à mettre en œuvre. C'est avec la volonté des directions qu'elles pourront s'étendre à tout l'enseignement supérieur et le remodeler en partie. Dans l'intérêt des étudiants, dans celui des établissements, ce modèle que nous vous proposons dans ces grandes lignes, il ne tient qu'à vous de le mettre en place. Les étudiants sont volontaires et disponibles pour travailler sur des actions concrètes et construire ce nouveau modèle ensemble. Nous vous remercions pour votre écoute. Venez vous asseoir un peu ici, si vous voulez. On va discuter quand même 5 minutes tous ensemble, si vous voulez bien. Alors, on est combien? Vous êtes 6, 7. Je vais me reculer. Je vais me mettre là. Hélène, vous voulez, pas venir avec nous? Voilà. Si. Vous êtes. Alors, vous avez des micros, vous pouvez les prendre. Chacun, je pense qu'ils fonctionnent. Vous êtes de quelles écoles alors, en fait? École, université, vous êtes d'où? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse, en chimie et génie des procédés. D'accord. Et je vais m'orienter pas du tout là-dedans. Mais, tu vas faire quoi alors? Plutôt dans l'écologie. Pour l'instant, je sais pas encore exactement, mais tu as fini ton école en fait. Exactement, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera pas ingénieur. Et alors les autres là, rapidement, puis après je poserai 2-3 questions, savoir d'où vous venez en fait, de quelles écoles vous avez faites, ou si vous êtes déjà encore dans ces écoles. Alors moi je suis encore en licence de cinéma à l'université de Paul Valéry de Montpellier. D'accord. Moi je suis en double diplôme INSA Sciences Po à Toulouse. Ok. Moi je suis à Sciences Po Toulouse. À Sciences Po, ouais. Sciences Po Toulouse, oui. Ouais. Moi aussi. On est toutes les trois dans le toutes même les trois, master, d'accord, toutes les trois à Sciences Po. Ok, c'est plus simple comme ça. Une question me vient, on a vu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois, des étudiants d'AgroParisTech qui appelaient quelque part à déserter. C'est quoi votre position par rapport à ça? Vous voulez déserter, essayer de changer les choses en rentrant dans des entreprises, dans des organisations publiques, peu importe, mais en essayant de les travailler de l'intérieur? Qu'est-ce qui vous tente en fait? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui vous parle? Où vous mène vos tripes en quelque sorte? Justement, un des buts de cette journée, c'était pas seulement d'être dans le conflit et dans le rejet, Ouais. c'était de proposer des solutions et des actions concrètes à mettre en place à notre échelle et à l'échelle de nos établissements qu'on connaît assez bien, puisqu'on est tous plus ou moins en 4e année ou 5e année, donc ça fait plusieurs années qu'on... Vous avez déjà l'expérience en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et vous à Sciences Po, pareil? Je trouve que la question, c'est super difficile en fait, parce que, par exemple, moi, mon expérience personnelle, je voulais être à Sciences Po pour essayer d'intégrer des milieux plus institutionnels et changer les choses de l'intérieur, mais en fait, plus on avance et plus on se rend compte que c'est pas si facile que ça, et que en fait, Non. Une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte qu'on fait face à beaucoup de... c'est super dur en fait, on n'est pas écouté, ou alors on est trop pris dans la machine institutionnelle, et en fait on ne peut pas réellement changer les choses, donc en fait c'est super dur et il faut avoir des épaules solides, quoi. Donc moi clairement je pense que je pourrais pas. Et donc tu veux... Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Tu sais pas encore. Voilà. Ok, vous avez relevé quelque chose qui est très vrai. Nous on essaye de travailler aussi avec les universités ou les grandes écoles pour les changer. Et on se heurte beaucoup, finalement. Il y a d'un côté la volonté des étudiants, je dirais même de certains étudiants, parce que tous n'ont pas du tout dans les grandes écoles cette envie de changement. C'est pas aussi évident et unilatéral que ça. Mais on se heurte aussi à quelque part le logiciel porté par les professeurs. Est-ce que vous, pendant vos études, vous avez ressenti ce frein, ce manque d'ambition des professeurs ou de connaissance des modalités du changement chez les professeurs, et est-ce que vous avez senti que ça commence à progresser un peu de ce côté-là ou pas du tout?
Alors moi, Je ne sais pas si ma question est claire. Enfin, voilà. Personnellement, avant Sciences Po, j'ai fait une fac de droit, une licence de droit et une licence de biologie. Et notamment à la fac de droit, c'est assez bloqué et pas nécessairement ouvert au changement. Le droit, c'est un secteur qui est un peu compliqué pour le changement. C'est un secteur particulier, mais du coup, là, pas très créatif. En l'occurrence, il y avait vraiment, c'était pas ouvert au changement, il n'y avait pas de cursus lié au droit de l'environnement dans la fac de droit, qui est pourtant une des plus grandes facs de France. Donc, c'est quand même très bloqué au changement en 2022, quoi. D'accord. Toi, je sens que tu avais envie de parler. Vas-y. Moi, j'ai eu 2 expériences vraiment totalement différentes, et pourtant, c'est dans la même école. Donc les 2 premières années avec vraiment quelque chose de très technique et ça m'a pas du tout plu parce qu'en fait je me suis rendu compte que le but c'est qu'on devienne un peu un rouage, un cadre de ce système capitaliste. Par contre la dernière année où c'était vraiment le contraire avec une pédagogie beaucoup plus innovante, pédagogie alternative où on était beaucoup plus à égalité. Et donc qui mettait en avant d'autres des projets beaucoup plus collaboratifs. Ouais. Donc voilà, totalement. Il y a les 2 modèles qui cohabitent et nous, moi ce que je voudrais en tout cas, c'est que le deuxième modèle remplace l'autre parce que c'est pas possible qu'on continue à nous former comme ça. Et si on continue, je pense que là, ce qui s'est passé à AgroParisTech, il va y avoir ça dans toutes les... Ça va être exponentiel. Ça va se passer dans toutes les écoles parce qu'en fait, il y a une véritable perte de sens des étudiants et même dans le monde du travail aujourd'hui. Je retiens, après je donnerai la parole à Hélène en conclusion, je retiens une idée que vous avez, ou une proposition que vous avez faite, qui est de favoriser des expériences immersives, je ne sais pas si c'était exactement le mot, mais par rapport à un stage, c'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parlez de cette expérience immersive? Alors notre idée, c'était un petit peu de faire par exemple, obligé à faire comme ce qui est fait dans les associations, d'intégrer une association et de voir le terrain. Parce que bon, le stage, ça reste très large, on peut intégrer des structures complètement diverses dans lesquelles en fait, on ne voit pas de terrain. Et c'est un peu de se rapprocher de la nature aussi pour reprendre une conscience écologique. Et ce qui, à mon avis, dans chaque cursus après, et pour des personnes qui auront des postes à responsabilité, leur permettra d'avoir une vue peut-être différente des projets qu'ils montent. Un lien différent au vivant et à la nature. Mais alors, je retiens un mot, tu veux les obliger. Tu veux que ce soit obligatoire dans le parcours. C'est ça? Ouais, non, mais c'est une vraie question. Ouais. Oui, c'est le mot qu'on a essayé. On a eu une discussion là-dessus sur le fait que la contrainte, parfois, dans le parcours, c'est un petit peu la seule chose qui fonctionne, puisque quand on ne contraignait pas, on se retrouve avec toujours les mêmes personnes dans les associations, les mêmes personnes investies. Donc, voilà, des fois, la contrainte, c'est un peu nécessaire. Je comprends. Hélène, un mot de conclusion ou d'ouverture peut-être. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ce travail, de cet après-midi avec ces 6 brillants étudiants? Merci. Alors, le premier mot qui me vient, c'est de la fierté. Parce que très sincèrement, ils ont fait vraiment un travail remarquable parce que, je répète, ils ont eu 4 heures pour travailler là-dessus. Franchement, je trouve que c'est absolument remarquable d'arriver à vous faire une synthèse comme ça. On voit le plan en 3 parties de Sciences Po quand même. Hein. Oui, donc moi je trouve qu'il y avait, donc voilà, en tant que prof qui travaille sur la transformation durable, bien sûr, on entend beaucoup les appels. Justement l'urgence d'agir, je veux dire que c'est maintenant quand même un peu sur tous les lèvres, mais là, en plus, ils ont réussi non seulement à interpeller, mais aussi à proposer des alternatives concrètes, être dans la construction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pense est extrêmement important dans notre société d'aujourd'hui. Le monde nouveau, évidemment, participe à cela. C'est de construire ensemble ce monde nouveau, et je pense que le travail des étudiants va exactement dans ce sens-là. Donc voilà, merci à eux, vraiment, c'était remarquable. Voilà, on peut les appeler, parce qu'ils partent, ils doivent prendre un train, donc ils vont nous quitter, voilà, pour rentrer à Toulouse. Donc merci à vous, bravo, et merci pour toutes ces bonnes idées. On va les noter, puis on les enverra aux recteurs d'académie de toute la France. Voilà, j'espère qu'ils pourront s'en nourrir. Merci beaucoup. Voilà, on vous raccompagne sous vos applaudissements, dirais-je. Voilà. Bien, on va passer à la seconde partie de cette conférence avec non pas 6, mais 5 intervenants. Voilà. Je vais vous demander de venir, de monter sur scène, si ça vous va.
Alors, on va accueillir Emmanuel Delrieux, qui est éco-psychologue. Sarah Durieux, vous pouvez l'applaudir, hein, vous êtes autorisé. Experte et formatrice en mobilisation citoyenne. Bah, vous vous asseyez comme vous voulez. Comme vous voulez, oui, je ne sais pas, voilà. Il n'y a pas vos noms, donc voilà, on improvise. Aude Vives, qui est vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Ouais, sûr. Camille Etienne, qui est activiste. Et enfin, Loïc Blaise, qui est explorateur. Alors, c'est marrant, en préparant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en préparant cette table ronde, au début, on était là, oui, c'est évident, il y a une urgence d'agir, faut agir dans l'urgence parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et puis, en commençant à discuter entre nous, parce qu'on fait tous des métiers assez proches finalement, avec des angles très différents, parce qu'on peut être activiste, politique, on essaie de changer de l'intérieur, de l'extérieur, et puis on étudie comment tout ça se passe, et c'est notamment Emmanuel qui fait ça. On s'est aperçu que cette obligation, cette injonction presque d'agir vite, bah, on n'était pas sûr finalement de le partager, d'avoir envie que ça dure, si on voulait évidemment peut-être vivre nous-mêmes au rythme ou un rythme plus en lien avec le vivant, plus en lien avec la société qu'on aimerait bien voir enfin éclore. Et donc c'est de tout ça qu'on va parler, et on va commencer peut-être par le politique. Tiens, alors, si vous voulez bien, Aude Vives, je ne vais pas vous mentir, on s'est connus il y a une demi-heure, donc on ne se connaît pas encore très bien. En tant que vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, vous êtes notamment en charge de l'attractivité du tourisme, du thermalisme. Voilà, des loisirs du thermalisme. Voilà. Et vous vouliez insister sur, parce que c'est évidemment ça ce qui nous tient, comment on peut agir tous dans nos positions, à notre échelle, et vous sur le rôle fondamental du politique et de la politique de proximité. Est-ce que vous voulez commencer par là, nous dire quelques mots? Oui, je vais vous dire quelques mots. Merci d'abord de l'invitation et bonsoir à tous. L'invitation sur l'urgence d'agir, c'est vraiment quand on est élu, ça part vraiment du vote en premier lieu. Donc c'est vrai que c'est aussi pour montrer, en prenant la parole ici, que c'est votre représentation qui est la représentation de tous les citoyens. Et l'urgence d'agir, c'est l'urgence de décider. Et un politique, c'est pas simplement de la gestion. C'est prendre des décisions et donner un cap réellement avec une volonté. Et nous, dans les Pyrénées-Orientales, la volonté qu'on a, et depuis très longtemps, c'est justement la protection de l'environnement, la protection notamment des réserves naturelles qui sont nombreuses sur notre territoire, hein, les réserves terrestres, on en a 5 sur les Pyrénées-Orientales. Et je vous parlais plus particulièrement ce soir de la réserve naturelle marine, puisque c'est la première de France, et elle date, elle a été en tout cas constituée en 1974. Donc cette urgence d'agir, en fait, finalement, nous, on la met en œuvre réellement, et avec ce travail que tout à l'heure vous avez cité en concertation, c'est ce qui nous anime, c'est notre méthode de travail, et on y croit parce que ça a des résultats. Et vous voyez qu'aujourd'hui notre réserve marine c'est 650 hectares, et nous avons un projet d'extension, elle se situe entre Banyuls et Cerbère, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le bout du bout de la France, c'est la commune la plus septentrionale, hein, Cerbère, c'est magnifique, je vous invite à venir, c'est la côte rocheuse, c'est pas pour rien, je suis du tourisme, hein, donc je place plein de produits, mais bon, en gros, cette réserve, donc c'est plus de 1200 espèces animales, on a 500 espèces végétales, c'est vraiment un creuset, une véritable richesse, et l'action qu'on est en train de mener avec la majorité départementale et sa présidente Hermeline Malherbe, c'est une extension, c'est pas une extension de quelques hectares, c'est son doublement. Et évidemment, ça a des incidences sur les activités économiques, sur les pêcheurs, mais ça a également beaucoup d'attrait, parce que, évidemment, en multipliant par 2 cette réserve marine, on va créer une valorisation de cette réserve et créer un écosystème et une biodiversité qui est incomparable. Et c'est là-dessus, sur cette décision, qu'on invite l'ensemble des acteurs à discuter, à échanger, pour justement rapprocher les intervenants et éviter que ne se créent des crispations, des frustrations. Il n'y a rien de pire que... Alors la contrainte peut aider, je suis avocate aussi, donc le droit, ça aide, mais c'est un moyen. Le résultat, c'est vraiment le lien, de créer du lien, de créer des choses en commun. Et là, par la discussion, on a fait des concertations sur des bateaux, on a fait des concertations sur les plages, on a fait des concertations au niveau des communes, pour que justement il y ait une adhésion à ce projet. Et cette adhésion, elle ne se décrète pas. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui, allez, c'est bon, on va multiplier par 2 et on n'en parle plus. Parce que là, on va avoir en fait une levée de bouclier. Et, voilà, on l'a testé, les pêcheurs ont un pouvoir de nuisance notable, mais ils ont raison de pouvoir
apporter des arguments, de pouvoir discuter et de pouvoir comprendre pourquoi on le fait. Parce que si on ne fait pas cette préservation de la biodiversité, c'est la fin de leur métier, purement et simplement. Donc c'est vraiment de la construction, de la concertation, et c'est une méthode que l'on expérimente en fait depuis des années, avec des concertations citoyennes, mais également des concertations plus spécifiques. Je sors ce matin d'un bilan de la saison estivale et on était tous ensemble, professionnels, institutionnels, acteurs publics et privés, autour de ce bilan de la saison estivale. On n'était pas simplement le département, l'agence de développement touristique. Et c'est de cette manière, je pense, qu'en créant l'adhésion, on va pouvoir arriver à ce que cette action et cette décision aient un sens et qu'elle aille dans le bon sens de la protection de l'environnement. Je voulais parler également, il y a des véhicules et des expérimentations, et c'est là-dessus, en fait, avec ce laboratoire et d'expérimentation avec la décision politique, qu'on peut tenter des choses. Alors oui, effectivement, quand on tente, ça peut foirer. Il peut y avoir l'échec, mais il y a surtout en fait de la réussite et on apprend systématiquement de ces échecs. Et on a mis plus de 10 ans à mettre en œuvre sur la montagne cette fois, puisqu'on a cette diversité. On a les Pyrénées catalanes, que vous connaissez peut-être par la station Font-Romeu, ou les stations de montagne, enfin des stations de ski, c'est comme ça qu'on les appelait avant. Les stations de ski, vous savez bien que le ski, ce n'est pas forcément une activité environnementalement très porteuse en ce moment, surtout avec les coûts de l'énergie. Et on réfléchit justement à la transition écologique de ces stations, qui deviennent des stations de montagne, pour une station 4 saisons, pour créer un écosystème qui soit économiquement viable, certes, mais qui permette à des personnes non seulement d'en vivre, mais également d'éviter qu'il y ait une économie qui ne soit basée que sur la neige artificielle, qui n'a plus aucun sens, non seulement parce que les ressources en eau, comme vous le savez, sont limitées, mais également parce qu'il y a un coût énergétique qui est invraisemblable. Et les canons à neige, c'est une problématique avant tout d'énergie. Donc l'expérimentation qu'on a faite, c'est de créer une société publique locale. C'est la première de France. C'est une expérimentation à l'échelle régionale, puisque la région et le département se sont ligués. Tu peux juste nous expliquer ce que c'est qu'une société publique locale? Société publique locale, c'est un système de société de cohésion entre les communes, la région, le département, l'État, qui se liguent pour justement créer une société en commun. Donc vous voyez là la cohésion, l'effet de levier en fait de cette collaboration permet de mutualiser les moyens pour assurer la transition écologique et permettre à 3 stations qui sont le triangle le plus espacé du Cap-Ciré et de la Cerdagne. Je l'ai cité parce que c'est vraiment, faut leur rendre hommage, parce que c'était pas simple de convaincre des communes qui sont concurrentes de travailler ensemble. Et finalement, elles ont trouvé leur intérêt à se liguer pour créer cette société publique locale qui permettra de mutualiser les infrastructures, les remontées mécaniques, mais également de créer en fait une véritable offre complémentaire sur un territoire. Donc c'est Porté-Puy-Morins, c'est Formiguères et c'est le Cambredaz. Donc c'est ces 3 communes, des toutes petites communes, mais qui avaient vraiment c'était vital pour elles de réfléchir à la transition. Elles y ont réfléchi ensemble et elles sont arrivées contre vents et marées. Ça a mis 10 ans, donc vous voyez, c'est pas non plus, en termes d'urgence, on n'y est pas, mais on y parvient en mettant effectivement sur la table de l'argent, parce que la transition, ça ne se fait pas simplement en théorie, c'est de la pratique. 12 millions d'euros pour le conseil départemental, 3,5 millions d'euros pour la région, et les infrastructures qui sont mises en commun. Donc ça veut dire que les communes se délestent de leurs biens, mais c'est nos biens, en fait. Cet argent-là, c'est de l'argent public, c'est votre argent, c'est notre argent à tous, qu'on investit pour justement préparer cette transition et permettre à ces communes de pouvoir continuer à proposer effectivement des activités, mais surtout à un écosystème local de perdurer dans un endroit rural où effectivement, sans ces activités, il n'y aurait plus personne du tout. Donc il y a un enjeu d'implantation et il y a une action qui est concrète sur le territoire qui permet justement d'assurer cette urgence du changement climatique sur notre territoire. Merci. On va céder la parole peut-être à Camille, si tu veux bien enchaîner, ça te va? Toi, Camille, tu es activiste pour les questions climatiques, pour les questions de biodiversité. Ce mot urgence, ça résonne comment pour toi? Qu'est-ce qu'il signifie? De façon presque simple. Bonjour, vous m'entendez? Oui, trop bien. Oui, cool. on t'entend. Je vous vois pas parce que du coup on a la lumière en pleine tête, donc du coup c'est assez mystérieux, mais c'est marrant. Ils sont tous là, je les regarde, ils sont absolument passionnés déjà. Oui, du coup c'est ça, on sait pas s'ils dorment ou pas. Waouh, bravo, non, merci, non, ils ont changé de lumière, trop cool.
Non, À mais part les cette étudiants question qui s'ennuient. d'urgence, comment? À part les étudiants qui s'ennuient. Non, c'est vrai. Rentrez bien, merci pour le travail, c'était chouette. Non, cette question d'urgence, elle est fondamentale parce que ça questionne notre rapport au temps. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au temps de par mon angoisse de mort, hein, très clairement. Et que, comme tout le monde, c'est un truc qui est comme assez présent et à la fois très absent dans nos vies. La question de la finitude, de la limite de notre propre vie, mais aussi de l'économie, des ressources, de tout ça. Et donc, en fait, penser la fin, on le fait pas. Donc, c'est pour ça que ce qu'on ne pense pas me crée. Enfin, s'il y a une psychologue qui peut-être nous dira si c'est mieux ou pas, mais je la laisserai conclure. Je la laisserai conclure. En tout cas, ce qui est une forme d'impensé et qui pourtant régit le monde, moi, et ce qui me crée des angoisses, c'est quand je vois que quelque chose m'échappe. Que je vois que ça régit toute la vie. En fait, la question de la fin, de la finitude, elle est partout, tout le temps. Et pour autant, on n'en parle jamais. C'est une espèce de tabou, notamment dans nos sociétés où on n'a plus aucun lien avec le temps. Je veux dire, moi, s'il n'y a pas, je sais pas, mon frère ou ma sœur qui aurait un enfant très jeune, en fait, je vois pas souvent des enfants très très jeunes de la même manière. On va voir nos grands-parents, mais si on est parti faire des études... moi, je suis partie de ma Savoie natale pour aller à Paris. Je vois mes grands-parents quelques fois par an. Et du coup, on perd ce lien avec les autres générations. Donc, on n'a plus ce lien très concret au temps, que ce soit le temps, entre guillemets, d'avant nous, puis le temps qui est ceux qui vont connaître le plus longtemps la vie, et puis ceux qui sont en fin de parcours. Et pour autant, c'est hyper important. Et donc, en fait, c'est cette question-là du temps. Vous allez voir le lien. Avec l'urgence. Non, mais c'est vrai. C'est que j'ai commencé à m'y intéresser à partir du moment où, à la fin du confinement, on nous renvoyait tout le temps dans cette question de conflit de génération. C'est-à-dire que il y a eu cette grande mode de les millennials contre les boomers. Cette grande mode de à qui la faute? Est-ce que pendant la pandémie, on en veut aux jeunes qui continuent de faire la fête et qui du coup condamnent toutes les personnes âgées à rester cloîtrées dans les maisons de retraite où elles ne peuvent plus recevoir de visites et à vraiment mourir de tristesse? Ou alors est-ce que c'est les personnes plus âgées qui, alors qu'en soi, on pourrait se dire ils sont déjà un peu en fin de vie pour certains, et en fait ils empêchent aussi à des jeunes d'avoir accès à une éducation où ils ne sont pas enfermés chez eux, et on a eu beaucoup de cas de détresse psychologique aussi chez les jeunes parce que quand on n'allait plus à l'université c'était compliqué. Voilà, c'est cru ce que je vous dis, mais en fait c'est des questions qu'on n'a pas osé poser parce que c'est un tabou. Mais c'est pas un tabou, la vie, c'est la seule chose qui nous unit tous. Donc, il faut qu'on soit capable de se poser la question 2 secondes de comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on fait face à la vieillesse, comment est-ce qu'on fait face à la jeunesse. Et donc, c'est quand j'ai compris qu'il y avait cette espèce de nœud-là sur le conflit de génération, où à chaque fois que j'allais parler de l'urgence écologique, on me disait « mais en fait, vous en voulez à ceux d'avant ». Comme si... on avait une espèce de haine contre ceux qui nous ont laissé un monde qui se délite. Mais en réalité, quand on y réfléchit, en fait, chaque génération a dû faire face aux défis de son temps, toujours. Moi, en tant que femme, je suis reconnaissante pour plein de combats, pour plein de choses que je prends pour acquis. Donc, je ne me pose même pas la question quand je vais voter. Je ne suis pas tout le temps en train de penser qu'en fait, les femmes avant moi, elles se sont battues pour avoir ce droit. Donc en fait, tout ce sur quoi on se repose comme acquis est aussi le fruit d'une génération qui a dû faire face à ces combats. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais cette question de est-ce que nous sommes la génération sacrifiée, est-ce qu'on doit en vouloir au mode de vie de ceux d'avant, est-ce qu'ils le savent à qui la faute? Cette espèce de procès géant pour savoir quelle génération est la fautive et quelle génération est celle qui va être sacrifiée sur cet autel. Elle nous fait perdre beaucoup de temps. Et pour moi, elle est non seulement factuellement fausse, parce que quand on regarde l'engagement face à l'urgence climatique, en réalité, ce n'est pas uniquement les plus jeunes qui vont vivre le plus longtemps les conséquences du dérèglement climatique, c'est même la sociologie qui le montre très bien. Quand on sort des marches climat parisiennes, on se rend compte aussi qu'il y a plein de personnes qui sont à la retraite, qui vont aller faire les réunions publiques, qui vont connaître un peu localement toutes les luttes locales. Et c'est génial, et on a hyper besoin de recréer ce lien-là. Donc factuellement, c'est faux, et en plus, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est une stratégie pour moi qui est de l'ordre du diviser pour mieux régner. Stratégie de base
en politique, hein, en sciences politiques, c'est une des premières choses qu'on apprend, Machiavel, diviser pour mieux régner. Et en fait, si c'est moi contre mon grand-père, ou moi contre ma mère, ou moi contre mon père au dîner de Noël, si le conflit, il est là, ben en fait, il n'est plus moi contre les géants des compagnies pétrolières. Il n'est plus le mode de vie, moi contre le mode de vie des ultra-riches, qui concentrent 50% des émissions pour 1% d'entre eux. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de détourner le regard. Donc cette question du temps et de l'urgence, tout ce blabla que je vous dis là, c'est parce qu'il rentre dans notre intimité. Et que c'est pas que des projections 2050, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que oui ou non on sera inondé dans tel endroit. C'est parce que ça s'immisce jusque dans notre intimité. Et il faut qu'on soit capable de repenser ce temps. Il faut vraiment qu'on soit capable de politiser le futur aussi. Parce que le futur, c'est un grand impensé. Quand on a Emmanuel Macron qui fait la France de demain, en fait, c'était France 2030, les plans. Mais 2030, c'est dans 7 ans. Donc, un peu moins, 8, bon, bref. C'est dans pas longtemps, c'est vraiment un demain hyper court. Donc, on se retrouve dans cette espèce de dictature de l'ultra-présent. Et je finis là-dessus, mais ce qui est dangereux pour moi avec ça, donc c'est alimenté aussi par plein de choses, mais pour essayer d'être brève, notamment par l'accès à l'information, qui fait qu'avec les algorithmes des réseaux sociaux, avec cette espèce de food porn qu'on a sur l'alimentation, sur l'information, où c'est qui va faire le buzz, on est sur des formats de plus en plus courts, tout le temps, on est sur de l'extra punchline, en fait, on n'a plus le temps d'amener cette complexité qui est nécessaire, et du coup, on ne va parler que des sujets quand il est déjà trop tard. Moi, je le vois dans le jeu médiatique, c'est-à-dire qu'on m'invite pour parler d'une loi qui est déjà votée. Et pour me dire, qu'est-ce que tu en penses alors? Je vais râler peut-être, mais ça ne va rien produire. Enfin, c'est dommage. Et je le vois maintenant quand j'essaie de porter des sujets qui sont au début pas connus par très peu, et pourtant on a un vrai pouvoir d'action parce qu'ils ne sont pas encore mis en place. C'était le cas pour une pipeline en Ouganda qui s'appelle ICOP, où il y a 6 mois, on était 6 pélos à travailler dessus. Et en fait, on a dit, il faut réinverser le rapport de force et se dire qu'on ne va pas se laisser dicter notre agenda, on ne va pas se laisser dicter notre temps. Cette pipeline, elle n'est pas encore construite. On a le pouvoir d'éviter une des plus grandes bombes climatiques de notre génération. Donc tu peux nous en dire 2-3 mots de ce combat sur le pipeline en Ouganda? Bien sûr. Ce que ça veut dire exactement. En gros, je pourrais en parler longtemps, mais j'aime bien cette question du temps là, donc je vais être bref sur ça. C'est une pipeline en Ouganda, donc c'est un oléoduc chauffé entre la Tanzanie et l'Ouganda, qui serait un peu la distance équivalente entre Bruxelles et Madrid, donc c'est très grand. Et c'est fait par Total Energy et CNOOC, qui est une entreprise chinoise, en collaboration, disons, avec le gouvernement ougandais, et qui pourrait émettre 34 millions de tonnes de CO2 par an, soit 7 fois les émissions annuelles de l'Ouganda, à l'heure où on a les appels qui sont faits partout, que ce soit l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit le GIEC qui dit il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Oui, on ne peut pas couper les robinets existants tout de suite, mais à un moment donné, faire des nouveaux projets comme ça, c'est quand même un peu suicidaire quand on est conscient de là où ça nous mène, quoi. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc on a essayé de mener ce combat-là. Et c'est la même chose là, et là ça a plutôt bien marché. On a eu une résolution au Parlement européen il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, qui a condamné ce projet-là. Donc en fait, ça commence à faire du bruit, à rentrer dans la politique, dans les médias, dans les institutions, dans les consciences, dans la rue. Et c'est génial, mais il a fallu se battre pour amener ce sujet-là à l'agenda. Qu'est-ce que ça comme signification? Parce qu'on a vu que ça avait été effectivement rentré que l'Europe s'en était préoccupée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport au projet? Ça n'a rien de contraignant parce que l'Europe ne peut pas dire, ce serait peut-être cool, mais en tout cas, il n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, ce qui est très utile pour nous, c'est rentrer dans le technique. En gros, là, on s'attaque aux assurances. On a d'abord embêté les banques et maintenant les assurances. En gros, si Total Energy ne peut pas financer sa pipeline ni assurer sa pipeline, il ne peut pas la faire parce que c'est quand même assez risqué. Et ils ont certes beaucoup d'argent, donc ils pourraient tout payer eux-mêmes. Ils ont certes une assurance un peu en interne, donc ils pourraient assurer en interne. Mais c'est impensable pour une entreprise d'assurer, de financer, de gérer l'intégralité 100% de son projet. Donc en fait, nous, on essaie d'embêter les assurances en ce moment parce que c'est ce qui retarde, c'est le point nodal là, qui est en train de retarder le projet. Et du coup, quand on a d'un coup, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, tout le Parlement qui condamne, en tout cas même moralement, une compagnie pétrolière sur un projet et qui demande l'arrêt immédiat,
c'est un signal terrible pour les assurances qui hésitaient. Ils savent que réputationnellement, on n'est plus que quelques activistes à râler, ça devient tout de suite un peu plus sérieux. Donc c'était assez utile. Pour revenir à cette question-là, sur comment est-ce qu'on renverse ce rapport de force, on essaie de le faire aussi sur l'exploitation minière des fonds marins, qui est un autre grand scandale. Et on se retrouve confronté à cette notion de dictature de l'ultra présent, parce que nous, ça va commencer en juin 2023. Donc on a encore un pouvoir d'éviter pour le faire bref, on va chercher des minerais très dans l'océan très profond, donc ça peut aller jusqu'à 11 km de profondeur. Et en fait, les scientifiques sont très inquiets pour la biologie marine, pour la pollution sonore, lumineuse, et aussi parce qu'en fait, ça peut libérer les puits de carbone qui sont dans l'océan. Donc en fait, les puits de carbone, l'océan, c'est notre principal allié contre le dérèglement climatique. On a beaucoup entendu que l'Amazonie était le poumon de la planète. Certes, c'est très utile les forêts, mais en réalité, c'est d'abord l'océan qui capture le plus de carbone. Donc en fait, si on va chatouiller les fonds marins, les premières études montrent que potentiellement, c'est assez logique, on pourrait relâcher le carbone qui est dans l'eau, et le carbone C plus O2, ça fait du CO2, ça arrive dans l'atmosphère et on est dans la merde. Et on en a déjà assez, a priori, pour s'en rajouter un en plus, en bonus. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que là, pareil, on est en train de se battre pour qu'on arrive à faire exister dans l'espace public, parce qu'un combat, s'il n'existe pas dans les consciences, et donc qu'il est traduit en action concrète dans la rue, dans les institutions, si on n'arrive pas à instaurer ce rapport de force avec les gouvernements, etc., si on n'arrive pas à le faire exister, alors on a peu de chances d'avoir de l'action dessus. Pour autant, c'est en juin 2023. Donc oui, c'est demain, mais c'est encore possible de l'arrêter. Et là, dans l'espace médiatique, on nous dit que c'est pas de l'actualité parce que c'est trop long. Donc c'est pour ça que cette question du temps et l'urgence, elle est primordiale pour moi. Parce que malgré l'urgence apparente, tout est urgent. Il y a des scandales toutes les 3 minutes. Rien que hier, il y a des trous dans une pipeline. Enfin, je rigole parce que c'est tellement absurde. Il y a des trous dans une pipeline, dans un gazoduc en Russie. À côté de ça, il y a en Floride des tempêtes qu'ils n'ont jamais eues, qui est extraordinaire dans l'histoire des États-Unis. Enfin, tout ça, c'est en une journée. Donc en fait, on peut toujours être dans ce truc très angoissant on arrive juste après ce qui se passe et on est dicté comme ça, toujours un peu en retard. Il faut qu'on soit capable de reprendre ce pouvoir sur le temps. Et je finirai là-dessus. Moi aussi, je vais le reprendre, le pouvoir sur le temps. Ouais, et c'est très bien, tu as raison. Et donc c'est pour ça que, malgré l'urgence, il faut être capable de prendre du temps pour plus en perdre. Merci pour cette. On reparlera un peu plus tard. Toi, Loïc, tu es explorateur, aventurier, je ne sais pas comment te présenter, tu vas nous l'expliquer. Le temps, c'est aussi ce qui motive. L'urgence, c'est ce qui te motive, puisque tu as un rapport au temps spécifique du fait, je crois, il faut t'introduire comme ça, mais du fait de ta maladie. Et du coup, c'est ça aussi qui a motivé les premières aventures, enfin, ce que tu es devenu aujourd'hui. Ou pas? Oui et non. Enfin, oui et non. Oui, bonsoir voilà. Tout le monde. Le temps qu'on n'a pas, ou en tout cas, moi je vis en permanence à découvert, c'est-à-dire que chaque jour qui fonctionne, c'est bonus. Et du coup, je m'attache, du coup, je suis conscient de la valeur que ça a. Pour rejoindre un petit peu les questionnements. Pardon. Pour rejoindre un peu les questionnements qui se posaient tout à l'heure, la valeur du temps et cette idée qu'il est important de savoir ralentir et imposer son rythme au temps et à l'urgence, c'est fondamental. Dans ma vie précédente, quand j'étais pilote, c'est la première chose que j'apprenais à mes élèves. C'était à poser leur montre. Pardon ? Tu étais pilote de quoi ? D'avion. D'avion, ouais. D'avion. Et de pas effectivement se laisser dicter la conduite du vol, ni par le contrôle aérien, ni parce qu'il est fondamental de rester aux commandes. Et on s'en rend compte quand on est malade aussi, d'ailleurs, où finalement cette question de... Vraiment, j'aime pas le mot, mais il n'y a que lui qui le dit, d'empouvoirment. De reprendre un petit peu la main sur son rythme, sur son existence et sur son destin, c'est fondamental. Mais donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Quel est ce que tu fais quand tu pars explorer? Quel est presque ton quotidien, qu'on le comprenne? Alors, en exploration, c'est particulier, je prends le temps. Je prends le temps, je m'assois avec les gens,
Je prends le temps d'écouter, de comprendre. Vous savez, quand on essaye de réfléchir à une problématique, surtout quand elle est loin de chez soi, la première chose à faire, c'est vraiment de se pencher sur le territoire, essayer de le sentir, de le comprendre, de comprendre les gens, de comprendre quelles sont les notions de sacré, et c'est toutes ces choses-là qui fait que une fois qu'on a un petit peu compris les enjeux locaux, on arrive à comprendre les solutions qui émanent des territoires eux-mêmes. Et moi, c'est une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est d'écouter l'autre et d'aller trouver des solutions ailleurs. Il y a... ouais, voilà. Et tu vas où, par exemple? Enfin, fais-nous un peu rêver dans tes voyages et qu'on comprenne concrètement ce que tu fais, où tu vas quand tu dis que tu veux empouvoirer les personnes, c'est lesquelles et par rapport à quoi, par rapport à quel sujet? On a parlé un peu évidemment des problématiques liées au réchauffement climatique, au dérèglement de la biodiversité, c'est aussi de ça que tu traites? Oui, absolument. Alors, mon terrain de jeu, essentiellement, c'est l'Arctique. D'abord parce que j'y ai beaucoup de liens et que ça prend du temps de créer des liens et de réussir à faire du travail de qualité. La question c'était où je vais et pourquoi, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, il y a deux étages. Il y a ce que je fais sur le terrain et il y a pourquoi je le fais et quel fruit ça peut porter ici. Mon premier tour du monde, je l'ai fait c'était le thème de l'urgence justement, pour démontrer qu'il était possible, même quand c'était vraiment mal barré, quand on était malade, quand les docteurs disaient que non, tu ne remontes plus dans un avion, on pouvait quand même, à partir du moment où on s'en donnait les moyens, où on collaborait, où on réfléchissait les choses, on se posait la question de la fin et des moyens, et où on renonçait pas. Et je pense qu'une des grandes questions, je fais un mini hors-piste là, mais on parle beaucoup d'urgence, mais finalement dans le thème, il y a urgence d'agir. Il y a peut-être moins urgence que ce qui a nécessité d'agir, vraiment. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on prenne un petit peu le temps, qu'on prenne des vraies décisions et qu'on y aille, plutôt que de traîner et de passer des plombs à discuter pour que derrière, il ne se passe rien. Et je vois les minots qui étaient là tout à l'heure, pardon, les jeunes étudiants. Les jeunes et brillants étudiants. Mais je suis tellement en empathie avec eux. Ça me rend fondamentalement triste de voir une génération entière qui est morte de trouille, il faut le dire, hein, qui a perdu le désir d'avenir. Alors c'est pas tout le monde, et en face de ça, on voit quoi? On voit le responsable du Crédit Agricole qui nous explique que oui, pendant 15 ans, là, on va faire un plan de transition de ceci, de cela. Mais que dalle, enfin, c'est plus ça la question maintenant. La question, c'est de prendre des vraies décisions, de s'y tenir et de passer à l'acte. Forcément, c'est pas simple de réinventer un modèle. Sauf qu'il y a un moment où, quand on est malade, c'est le cas du Crédit Agricole, c'est le cas de Total, c'est le cas de tout un tas c'est le cas de notre société dans son ensemble. Il y a un moment où il faut chasser les poisons. Et chasser les poisons, ça demande du courage, ça demande de se remettre en cause, ça demande par exemple d'arrêter de fumer pour... Oui, merci. Non, oui. mais... c'est un exemple trivial, mais finalement, il est tellement vrai. Et pourtant, on continue à fumer, même si on a des métastases. Quand j'ai arrêté de fumer, il a fallu... j'ai pas de cancer. Hein. Mais oh, désolé, je me suis éloigné là. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je pense que la génération... et c'est d'ailleurs à la génération en question qu'il faut poser la question, elle a besoin d'honnêteté et elle a besoin de concret. D'arrêter de nous enfumer dans des promesses. J'entends Total Énergie qui parle de transition énergétique avec beaucoup de mots, beaucoup d'engagement sur la voiture électrique, etc. Et j'ai l'impression d'entendre Poutine qui me parle d'autodétermination des peuples. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils tiennent la montre en faisant ça. Et il faut à tout prix arrêter ça maintenant. Et il y a un moment où tu peux pas dire oui, nous investissons pour 2050, etc. si tu continues à faire des pipelines en Ouganda. Mais tout ça, c'est... Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, hein, c'est extrêmement clair. Mais du coup, moi, j'aimerais bien qu'on revienne. J'aime bien quand c'est concret. Et quand tu vas sur le terrain, là, tu prépares d'ailleurs un tour du monde en 5 ans, mais quand tu vas sur le terrain, tu es avec les Inuits. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec eux et qu'est-ce que tu ressens, eux, de ce rapport à la crise que l'on vit tous? Alors c'est hyper intéressant ce qui se passe sur le terrain, notamment sur les côtes groenlandaises en ce moment, puisqu'il y a
le réchauffement climatique n'a pas la même couleur partout. Il y a des zones où ça affame tout le monde très directement. Il y a Madame Sankara qui est là d'ailleurs et qui pourra vous en parler tout à l'heure, peut-être. Et puis il y a des zones où on se pose la question, est-ce que ce ne serait pas une opportunité, tiens, pour avoir des touristes? Et pour le Groenland, ces questions se posent. Quand je vais sur le terrain, là en l'occurrence, j'emmène des jeunes d'un foyer, donc c'est des jeunes qui sont soit orphelins, ou alors ils auraient mieux fait de l'être parce qu'ils passent par des choses qui sont vraiment très difficiles, ou ils sont passés par... pardon. Et ces jeunes-là, qui sont... mon chef d'expédition est issu de ce foyer, c'est eux qui m'emmènent en fait sur la glace, et on va rendre service à l'université de Brown à New York, où les scientifiques ont besoin de rééthanoler leurs satellites pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'épaisseur de glace. Parce que pour l'instant, la lecture qu'ils ont des images n'est pas assez précise. Donc on va aller faire des trous dans la glace tous les kilomètres pour voir ce qui se passe exactement dans le fjord d'Umanak. Et on va en profiter pour rejoindre les 7 communautés de la baie qui sont reliées que par la glace, et avant qui étaient reliées du coup pendant 6 mois de l'année, ça faisait une grande communauté, sauf que maintenant la glace est là pendant 1 mois et demi à tout casser, et là où il y avait 2 mètres d'épaisseur avant, on pouvait poser un avion là-dessus, hein. Maintenant il reste 30 à 40 cm. Et ça se réduit comme peau de chagrin, donc du coup on va mélanger un petit peu de la science naturelle, donc, et de l'autre côté de la science sociale, et pour que ces jeunes-là, et je pense que c'est clé, hein, qu'ils aient la sensation de se battre un peu pour leur avenir, pour ce qui se joue chez eux, que tout ne soit pas en permanence externalisé, etc., et qu'ils aient leur voix au chapitre. Et finalement, en fait, c'est peut-être ça la notion clé. Je reviens sur l'histoire de l'agir. Moi, je l'ai particulièrement ressenti quand j'ai commencé à perdre des petits bouts de moi, de mobilité, etc., où je me suis senti privé de possibilité d'agir. Et au moment où on commence à être privé de possibilité d'agir, c'est un peu comme quand on est dans la voiture, que le gars est bourré et il descend les Alpes à 200 à l'heure, et que nous, on est derrière. Et on a besoin à un moment de remettre un peu les mains sur le manche ou sur le volant. Et c'est la seule chose qui permet de sortir de l'angoisse, en fait. Tout à l'heure, j'entends parler d'angoisse de mort, et qui sont... Enfin, c'est tellement légitime. C'est affreux de dire ça. Il y a un moment où il faut effectivement sentir qu'on peut peser un petit peu sur son destin. Je pense que l'histoire, pour l'instant, on ne la raconte pas encore suffisamment par le possible, par ce qui est fait, qui existe déjà. On nous dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Moi, je vais vous le dire, hein, l'urgence d'agir, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une pelle, on peut retourner la terre, on peut mettre... j'ai pris un cours d'agroécologie ce matin avec Blandine qui est là. Et en 1 an, on peut ressusciter une terre qui est morte. Aujourd'hui, en fait, il faut arrêter de se poser de questions. Il faut couper les poisons, rentrer dans la vie, remettre les mains dans le vivant. Et en plus, ça fait tellement de bien. Et on passe du coup de l'angoisse à la combativité. Et voilà. Donc du coup, je suis désolé, j'ai répondu à aucune des questions. Non, mais tu n'as pas été désolé du tout. C'était très clair. Et ça me permet de faire un lien avec la prochaine intervenante. Donc j'ai même envie de te remercier. En fait, on va écouter Sarah. Quand tu dis oui, bien sûr qu'on peut applaudir, évidemment. Quand tu parles, Loïc, de l'urgence d'agir, que chacun peut agir, de mettre les mains dans la terre et puis de se reconstruire et de faire des choses concrètes, c'est un peu ton métier, ton dada, Sarah, puisque toi tu es experte et formatrice en mobilisation citoyenne. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment tous les citoyens peuvent se mettre à l'action, rentrer dans l'action et faire des choses concrètes? Merci. Du coup, c'est bien d'être la troisième, parce que j'avais plein d'idées en vous entendant parler, et je pense que je suis d'accord avec 90% de ce que vous avez dit. Il y a 10%, je ne dirais pas lesquels, avec lesquels je suis moins d'accord. Mais j'y viendrai. Mais je pense qu'en fait, pour un peu expliquer le métier que j'ai fait et que je continue à faire d'une manière un peu différente, je pense que justement pour lutter contre cette urgence, notre seule manière de ne pas ressentir cette urgence, c'est d'être plus nombreux. Parce qu'en fait, pour moi, l'urgence, c'est un peu cette espèce de chape, de ce poids qu'on a sur nous. Et en fait, quand on est dans un collectif, quand on est très nombreux, déjà, on ressent la chaleur du groupe et donc on se sent moins seul. Mais surtout, concrètement, s'il y avait 1 million de Camille, il y aurait quand même beaucoup plus de gens comme Total qui auraient du souci à se faire. Donc on a besoin, aujourd'hui, pour résoudre les enjeux auxquels on fait face, d'être beaucoup plus nombreux.
Donc le travail que j'ai fait à l'époque quand je travaillais chez Change.org et que je continue à faire de manière différente, c'est de se dire, aujourd'hui, pour prendre des décisions politiques, et vous en avez bien parlé, les décideurs politiques prennent des décisions en fonction de qui les influence. Et aujourd'hui, qui est-ce qui a un pouvoir de lobbying? Certains grands groupes entreprises, certains réseaux d'influence qui ont des stratégies d'influence qui sont très bien rodées et qui viennent aussi avec un certain accès à ces personnes de pouvoir. Et donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une démocratie qui fonctionne? On s'assure que les citoyennes et les citoyens, de manière organisée, coordonnée, collective, construisent un pouvoir d'influence qui est au moins équivalent à celui de ces entreprises et de ces groupes d'intérêt. Et donc c'est pas facile en fait de savoir faire ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. D'abord, on nous apprend très peu de la chose publique et politique, à part ceux qui font Sciences Po, et je suis ravie pour eux qui le font, et tant mieux, mais en fait il y a un vrai truc où moi je fais partie de ces très nombreuses personnes qui n'ont pas eu d'éducation politique, et j'ai compris très très tard comment le jeu politique fonctionnait. Et donc ma question, c'est vraiment, est-ce que si on donnait accès à une grande majorité ou même l'ensemble de la population à des outils pour influencer le politique, est-ce qu'on n'aurait pas une démocratie qui fonctionnerait différemment? Et donc je pense que vraiment pour moi c'est ça la clé pour lutter à la fois contre ce sentiment d'urgence, mais aussi pour résoudre les enjeux du moment. Il faut qu'on soit plus nombreux. Et j'ai eu cette expérience qui a été, pour revenir sur la question de l'urgence, qui a été pour moi assez fondamentale. C'est qu'en fait, je me dis, j'ai eu un peu 3 phases. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose. J'ai eu la phase bisounours. Donc j'ai été élevée par des parents qui étaient plutôt empathiques, qui me disaient qu'il fallait faire le bien dans le monde, etc. Bon, j'adorais Nicolas Hulot. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à l'époque. Donc ça, c'était la période bisounours, le monde est bien. Ensuite, j'ai eu la période guerrière. C'est quand j'ai commencé à travailler chez Change.org, où j'ai parlé avec plein d'activistes qui m'ont dit, mais en fait, c'est bien d'être bisounours, mais il y a des gens qui décident pour qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs qu'on a envie de se fixer. Donc il y a des méchants. Donc je suis passée de la phase bisounours à, en fait, guerrière. Il y a des méchants, il y a des méchants contre qui on doit se battre. Et là, je suis presque dans une 3e phase qui est bisounours avec un plan. C'est-à-dire, oui, on veut que le monde fonctionne mieux, on veut qu'il y ait de l'empathie, on veut que les gens s'aiment, mais concrètement, ça ne se passe pas juste en le déclamant, ça se passe en étant organisé, en étant en collectif, en construisant de la solidarité et surtout en étant bien équipé. Et tu l'as très bien expliqué sur ECOP, c'est un très bon exemple de comment est-ce qu'on passe d'une campagne où on dit « il faut un pipeline, c'est pas bien » à OK, comment est-ce qu'ils font un pipeline? Ils ont des assurances, ils ont des financiers, etc. Et on va aller s'attaquer à ces groupes de pouvoir qui leur permettent de faire les choses. Donc en gros, on va dire que pour moi, c'est ça la vraie question sur l'urgence d'agir, c'est que concrètement, il faut qu'il y ait plus de personnes qui agissent pour que ce sentiment d'urgence diminue. Mais il y a aussi une vraie question, et pour être beaucoup, et je ne sais pas si je peux déjà introduire là-dessus, mais... non, tu ne vas pas faire ça. Je vais pas c'est pas du tout prévu non, mais comme ça. Ça va faire une parfaite transition ensuite avec Emmanuel. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi une culture dans les milieux activistes, dans les milieux engagés, de cette urgence permanente qui est particulièrement délétère. C'est-à-dire que si tous les jours, vous dites aux gens, on n'a plus que 24 heures pour faire signer ce truc, on n'a plus que 1 mois avant la fin du monde, on n'a plus que 3 jours, sinon c'est terminé, et en fait, ça crée une situation où les gens se démotivent. C'est-à-dire que la réalité, qu'on le veuille ou non, c'est que l'histoire de l'humanité, elle est remplie de drames, et tu l'as très bien dit tout à l'heure quand tu parlais des générations, elle est remplie de moments où oui, il y a des gens qui meurent, il y a des choses qui se passent, mais en même temps, l'histoire de l'humanité, elle nous montre qu'on va quand même vers un progrès, et si on regarde quand même en arrière, on voit qu'on a accompli de nombreuses choses. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Mariame Kaba, qui est une activiste américaine, qui dit qu'il faut avoir à la fois l'urgence du moment et la patience de 1000 ans. C'est-à-dire être prêt de 1000 ans. Être prêt à agir, être stratégique, comme tu l'as très bien expliqué, quand on veut justement ne pas se retrouver à être acculé, mais aussi avoir la patience de 1000 ans et savoir qu'en fait, ce qu'on est en train de construire, c'est un renversement complet de la manière dont les humains interagissent avec la nature, comment ils justement se reconnectent en se disant on est nous aussi cette nature, on en fait partie, on ne peut pas la mettre de côté. Et donc ça nécessite du temps, ça nécessite de la patience pour faire ça. Et une des choses, je pense, sur lesquelles on est nombreux à vouloir travailler, et je sais qu'il y en a certaines dans la salle qui travaillent sur le sujet, c'est comment est-ce que justement on crée des écosystèmes militants aussi qui sont régénératifs, qui ne sont pas des écosystèmes qui nous épuisent, qui nous font nous dire que de toute façon c'est foutu pour foutu, et qui donnent envie à beaucoup de gens de s'arrêter. Et je terminerai là-dessus.
Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée dans ma période change.org, c'est que dès que je regardais l'actu, j'étais là, ouais, pétition, 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 faut faire un truc, faut faire un truc. Et genre, j'étais déchaînée et je sentais, genre, j'avais une forme d'adrénaline, mais aussi une forme de fatigue. Et j'étais extrêmement énervée et en colère contre les gens autour de moi, en particulier ma famille, qui sont pas du tout engagés, qui sont pas activistes. Et je me disais, mais pourquoi ils font rien, mais je comprends pas. Et donc cette espèce de colère, elle se transforme ensuite dans de la rancœur. Et c'est comme ça qu'on voit des activistes qui sont en colère contre les gens qui n'agissent pas. Donc je suis partie en conversation avec mon entourage dans le cadre d'enregistrement que je vais publier bientôt d'un podcast qui s'appelle Le Cœur et le Point, pour comprendre pourquoi certains d'entre nous ont plus de capacités, ou en tout cas plus de ressources pour agir et d'autres en ont moins. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a des personnes pour qui l'action, elle pas seulement pour des raisons de ressources matérielles, mais aussi pour des raisons de ressources émotionnelles, elle est beaucoup plus compliquée. Donc être collectif, c'est aussi donner la possibilité à chacun d'agir à la mesure de ce qu'il ou elle peut faire émotionnellement, en termes de ressources, etc. Donc on a besoin de construire ces collectifs qui donnent une place à chacun. Et si ce qu'on peut faire à un moment donné, c'est juste venir écouter une conférence un soir, bah, c'est déjà super. Construire notre connaissance, notre compréhension, et ensuite en parler avec d'autres, c'est déjà un bon moyen de commencer. Merci beaucoup pour ces paroles fort sages. Alors pour conclure en quelque sorte cette première partie, on va écouter la sage, celle qui réfléchit à tout ça. Un métier dont je ne connaissais pas exactement l'appellation, puisque tu es éco-psychologue. Je ne sais pas si ça fait longtemps que ça existe, ce métier-là, peut-être pas. En France, pas trop. En France, pas trop. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, avant de rentrer plus dans le fond, en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Encore le concret. Encore du concret. Du concret, Okay. d'abord du concret. Alors déjà du très concret, pour l'instant je sensibilise à l'éco-psychologie, puisque c'est pas du tout connu en France, c'est connu aux États-Unis depuis les années 70, au Canada depuis 20 ans, en Belgique depuis 15 ans, et en Suisse également, c'est enseigné à l'université de Fribourg, de Lausanne, mais en France, on ne connaît pas. Donc déjà, ça c'est du concret. Il faut arriver à implanter l'éco-psychologie. J'ai entendu. Tu peux rapprocher ton micro aussi concrètement. Ouais, merci. Et du coup, il faut implanter l'éco-psychologie, que ce soit dans les formations ou à plein d'autres niveaux. Donc maintenant, c'est quoi l'éco-psychologie? S'il te plaît. Et l'éco-psychologie, c'est plusieurs choses. La première, c'est travailler sur le plan à la fois de la recherche et des pratiques pour comprendre comment les paradigmes, les croyances et nos comportements des humains, qui sont destructeurs envers le vivant, comment on peut agir dessus pour les guérir, pour les transformer et pour aller justement vers des paradigmes, des croyances et des comportements qui prennent soin, qui régénèrent, qui réemploient. J'ai entendu plein de mots qui ont été posés, revitaliser, préserver. Voilà le vivant. Et on va aussi beaucoup axer sur de la pédagogie et de la méthodologie. Vous l'avez aussi énoncé tout à l'heure dans votre présentation, ça a été posé également ici. On va recréer du lien avec le vivant. C'est-à-dire on va sortir du concept et on va revenir dans de l'expérience émotionnelle, de l'expérience sensible, pour pouvoir accéder aussi à cette transformation, que ce soit des émotions, mais aussi à la transformation des concepts. Voilà, en gros. Et qui vient te voir, du coup? Pour l'instant, c'est moi qui vais. Oui, alors qui tu vas voir, peut-être, voilà. Je vais voir des universitaires, je vais voir des écoles, parce qu'après, ça, c'est plus mon dada. Ça fait partie plus de mon histoire. Moi, je suis une ex-thésarde en psychologie, où j'ai vécu la profonde dissonance et dissociation de Descartes, à devoir faire de la recherche, mais en mettant toute la sensibilité de côté, ce qui est quand même pour moi énorme quand on fait de la psychologie. On ne parlait pas du corps, on ne parlait pas de la sensation, c'était tabou. J'étais pour le coup la sorcière sage que tu viens de convoquer. Donc je vais sur ce terrain, et d'autres dans l'éco-psychologie vont effectivement essayer de tenter de travailler avec des collectivités. Moi j'essaye beaucoup de retisser du lien aussi avec les associations, parce que dans l'éco-psychologie on peut intervenir notamment dans les après-fresques et puis à plein d'autres niveaux pour aider les émotions, aider les informations à se transformer et que les gens trouvent du sens et trouvent leur place. Voilà. Aujourd'hui on parle énormément, dans la jeunesse mais pas que, d'éco-anxiété. Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette éco-anxiété? Ok, donc cette éco-anxiété, c'est en fait c'est des mots MAUX que l'on ressent face à tout ce qui a été posé. Tu l'as très bien exprimé, Camille, c'est-à-dire face à des vieux démons qu'on a posés chez les titans,
qu'on a mis dans l'ombre de notre société occidentale, c'est-à-dire la mort, la destruction du vivant, la temporalité, le deuil. C'est vraiment tout ça, en fait, qu'on fait ressortir à l'heure actuelle, quand on est confronté aux réalités écosystémiques planétaires. Et forcément, ça crée de l'angoisse, parce qu'on a Madame Anticipation et Madame Peur qui se font un dialogue à l'intérieur en créant les pires dystopies, à mon avis, qui existent. Et c'est ce qu'on appelle un pré-traumatisme. Donc finalement, l'éco-anxiété, c'est quand on sort de notre fenêtre de tolérance en termes d'intensité émotionnelle, c'est-à-dire notre système nerveux, là, il ne peut plus, et on va créer de l'éco-anxiété. Cette éco-anxiété, le gros problème à l'heure actuelle en France, c'est que du côté des soignants, donc là je parle pour les psychologues, les psychiatres et des médecins, c'est pas compris. Parce que déjà, ils ne sont pas formés à qu'est-ce qui se passe concrètement là, sur la planète. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi il y a l'éco-anxiété et ils la traitent à coup d'allopathie ou à coup de vieux trucs qu'on sait faire ou de psychanalyse freudienne. Ce qui est déjà une aberration. Donc, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Et puis, il y a un gros travail pour sortir du figement, et ça a été posé, sortir du figement de l'anxiété pour mener à l'action. Voilà. Je ne comprends pas quand tu dis que les autres n'y comprennent rien. Les thérapeutes ? Oui. Je pense qu'il y a des thérapeutes qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde. J'ai copains thérapeutes qui voient les enfants venir avec leur anxiété, etc., et qui essayent de le traiter. Donc, tu veux dire qu'ils n'ont pas les mêmes, les bons outils, les bonnes méthodologies? Alors, en fait, les outils, ils sont là pour certains. Et oui, tu as raison, heureusement, il y a des thérapeutes dans l'eau qui ont compris. Voilà. Mais là, je te parle du syndic des psys, là où, par exemple, le mois prochain, je vais aller et on m'a demandé de montrer patte blanche et de pas trop, quand même, rentrer dans l'art, parce qu'ils en sont encore à se demander de qui Lacan et Freud a raison. Donc non, mais c'est aussi la réalité de terrain. Après, oui, tu as raison de souligner qu'il y a des thérapeutes qui ont des outils et qui savent faire. Dans l'écopsychologie, le soin, on va le poser un peu plus loin que l'intervention des outils classiques. C'est-à-dire qu'on va aussi accompagner à prendre conscience que les maux dont on souffre, sont là pour nous transformer dans notre relation au vivant. Et donc, on va un peu plus loin que la relation classique de la thérapie, où on vient juste guérir nos petits maux personnels, et puis après, on repart, et hop, c'est bon. Là, on va vraiment dans ce processus du cycle d'interdépendance dans la relation avec le vivant. Ok. Et quand on, par rapport à la thématique qu'on a eue là, et qu'on ressent tous, puisqu'on fait tous à peu près de façon différente le même métier, mais cette question du temps, cette question de l'urgence, de notre propre fragilité par rapport au combat, aux luttes, tout ce qu'on veut qu'on porte, toi, qu'est-ce que ça te dit? Comment tu aimerais, si je venais te voir en disant je suis anxieux ou j'en peux plus d'être dans l'urgence, ça me détruit, etc., qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais déjà que c'est normal de vivre ça, parce que je pense que ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas ressentir. Après, déjà, on va recadrer, et Camille, tu l'as posé, je pense que vous l'avez tous posé, merci aussi Loïc, c'est-à-dire on va reposer la temporalité, reposer le concept de temporalité qui fait partie d'un des paradigmes destructeurs, c'est-à-dire la temporalité linéaire avec Chronos qui bouffe ses enfants et qui nous fout sous pression. Donc dès qu'on va parler du temps, on va aussi parler de la pression et du stress que ça génère et de ce sentiment d'impuissance. On va revenir aussi sur la compréhension de c'est quoi un cycle de guérison. C'est-à-dire que là, ici et maintenant, ok, on éprouve de l'angoisse, et on l'a entendu, tu l'as très bien expliqué, Sarah, on passe par des phases. La colère, la tristesse, parfois de la déstress, parfois du figement aussi, et puis un moment d'euphorie, parce qu'on rentre dans l'action, et puis un moment où ça se stabilise, et paf, on recommence, parce que c'est un cycle. Et que pour être tout à fait honnête, moi, il y a 4 ans, je me suis effondrée, et il n'y a pas plus tard que 15 jours encore, j'ai reçu une formation par des scientifiques, et j'ai passé 4 jours à m'en remettre. Et ça, c'est normal aussi de l'entendre. Donc déjà, c'est réintroduire la notion de temporalité, de cycle, et surtout faire comprendre que ce cycle de guérison et de transformation que l'on va vivre par notre éco-anxiété, c'est exactement la même que le cycle naturel de n'importe quel vivant sur Terre. Et ça, c'est fondamental, parce que ça nous permet de revenir sur la notion de temps dont tu parlais, Camille, c'est-à-dire apprendre à mettre à distance cette pression de l'injonction d'urgence, parce que l'urgence, sur le plan neurologique, active tout de suite l'inaction ou la fuite ou l'attaque. Mais cette sensation de figement, en fait, elle n'est pas bonne.
Et c'est là où on va le transformer aussi dans l'action, et vous l'avez posé, tu l'as posé aussi Sarah, c'est-à-dire ce besoin de se mettre en lien. On va venir apprendre à recréer du lien avec le vivant de manière concrète, par des processus des fois de réensauvagement, aller se remettre un petit peu plus dans la nature, recomprendre les processus d'interdépendance, revoir le cycle qui est long et se dire « Ah, en fait, c'est OK avec ça ». Et de se mettre en lien dans la régénération. Ça, c'est hyper important. Donc, que ce soit dans les milieux activistes ou dans n'importe quel milieu, c'est prendre conscience de ce que chacun et chacune fait, prendre soin, parce que ça, c'est fondamental, prendre soin des uns et des autres dans les milieux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va dépasser ces notions d'anxiété. Enfin, pas que, hein, mais... C'est un des moyens d'y aller. Merci beaucoup. On va bientôt, évidemment... vous passer la parole, parce que comme ça, vous pourrez vous-même agir. Je voudrais vous poser une question piège, enfin une question pour moi, parce que j'en ai marre qu'on me pose toujours cette question, et je voulais voir si vous avez d'autres réponses à donner. On me l'a encore posé ce matin, c'est est-ce que, par rapport à tout ce qui se passe, l'urgence, la destruction, etc., est-ce que vous restez optimiste? Et je ne sais pas quoi répondre et j'en ai marre de ce truc-là. Alors on peut répondre de façon facile, Gramsci, le pessimiste de l'intelligence, l'optimiste de l'action, etc. Mais j'aimerais que vous soyez plus créatif que ça. Voilà. Par rapport à cette question de comment rester dans cette action, toi, j'ai l'impression que tu as envie de répondre. Oui, tu as pris le micro. J'aurais pas dû toucher ce micro, en fait. Optimisme, en tout cas, à titre... Non, je ne le suis pas, et je pense que l'optimisme... Alors, autant le cultiver dans son quotidien, et que ça, c'est fondamental, c'est très très bien. Autant ça peut assez rapidement, à l'instar du défaitisme d'ailleurs, hein, c'est des pièges. Donc j'essaye de... En tout cas... Sur les problématiques qui nous préoccupent là, j'essaye de rester le plus rationnel possible. Ok. Donc, je ne suis pas optimiste parce qu'il n'y a pas de quoi-l'être. Je ne suis pas défaitiste non plus parce que je pense que on a perdu quand on a renoncé, mais tant qu'on y est encore. Exactement, quand on est dedans. On parle du temps, on parle de renoncement, on parle de difficulté, on parle parfois d'inaction. Il me semble que ce sont des termes qui, hélas, caractérisent aussi un peu la politique. Toi, comment tu vis ton engagement vis-à-vis sur ces questions-là, dans une région qui n'est pas aisée non plus, sur un plan politique, hein, on ne va pas faire de politique, enfin bon, il y a quand même des problématiques assez fortes dans ta région. Comment tu vis ça, en fait, ton engagement politique? J'ai coutume de dire, on a les politiques qu'on mérite, en fait, hein, un peu. Donc j'ai envie de dire, votre meilleure arme, c'est le bulletin de vote ou carrément de vous engager. Clairement à prendre le pas et à se présenter et à créer des listes. Et la mobilisation citoyenne, en fait, ça commence par là, moi, à mon sens. Parce que nos politiques, ils ne sont pas représentatifs. Moi, je ne vais pas vous le cacher. Être une femme jeune, relatif, hein, on est bien d'accord, il peut y avoir plus. Non, si, il pourrait y avoir plus jeune encore. Parce que ça représente pas, les politiques ne représentent pas notre société. Et ça, c'est un véritable problème. Moi, je ne vous le cache pas, je galère à faire entendre, ne serait-ce que d'appliquer un plan de sobriété énergétique dans une communauté de communes. Ça ne vient pas à l'esprit de certains de nos dirigeants. C'est dramatique. L'âge moyen des votants en 2040, ce sera 56 ans en France. Oui, mais voilà. Ça ne va pas se rajeunir. Non, ça ne va pas se rajeunir. Non, mais en même temps, il y a un moment, en fait, faut vraiment qu'il y ait une représentativité. Et là, on ne l'a pas du tout. Donc, ce qui veut dire que les décideurs n'ont absolument pas, pour certains, je ne dis pas pour tous, on ne va pas faire de généralité, la conscience même, en fait. Et ensuite, on a même s'il y a le conflit de génération, il y est dans la politique, en fait, pour de vrai. Parce que l'âge des activistes, on ne le retrouve pas dans les politiques. Et c'est là où les décideurs, par rapport à ceux qui veulent agir, on n'y est pas. Alors que la capacité d'action et de décision, c'est ça. C'est pour ça que moi, mon engagement, c'est vraiment ça. C'est de me dire, bon, allez, je me retrousse les manches, j'en ai marre un peu de gueuler dans mon coin, à être pas content. J'y vais. Oui, effectivement, j'aurai des déceptions, et j'en ai déjà eu. Et c'est je dirais, peut-être passer par là, pour se dire, je vais quand même avoir la capacité d'agir, la capacité de faire changer, la capacité de peut-être donner l'exemple aussi, de se dire, allez-y, c'est possible, en fait. Parce que il le faut, en fait, on n'a pas le choix.
Alors, sur l'optimisme, je dirais que c'est plutôt comme, c'est en fait ce que tu as dit, c'est du réalisme, quoi. C'est un réalisme politique et de se dire, bon, eh ben, là, on a vraiment un souci, un sujet, mais on peut pas tourner le dos. On ne peut pas. On n'a plus cette option-là, en fait. Donc, mais le politique, le temps de le politique n'est pas celui du temps citoyen, n'est pas celui du temps scientifique, n'est pas le temps économique. Certainement. Comment tu le caractériserais, le temps politique, que ce soit de façon politique globale, nationale, l'échelle nationale, ou à l'échelle territoriale? Alors, c'est vrai, j'aurais pas d'avis sur le national. Je suis assez déçue du national. C'est pour ça que je pense vraiment que la réalité d'action au niveau politique, enfin, c'est mon avis, est vraiment au local, à l'IPRA local. Parce que je pense que là, on peut créer peut-être dans des écosystèmes, encore une fois, des laboratoires, des expérimentations, montrer que voilà, ça peut marcher à un endroit et peut-être après répliquer. Je suis vraiment là-dessus, sur ce modèle de petit écosystème qui fonctionne, qui montre par leur vertu que voilà, les expérimentations, ça fonctionne et qu'on peut peut-être penser qu'en Pyrénées-Orientales, même si on est dans un contexte politique pas forcément folichon, je vous rappelle, Louis Alliot à Perpignan, 4 députés RN, voilà, je peux vous dire que voilà, on a un peu les boules, pour pas dire autre chose. Et franchement, moi, c'est pas acceptable en fait de voir progressivement dans les Pyrénées-Orientales, mais ailleurs, parce que bon, tout l'arc méditerranéen et dans la ruralité, on a une augmentation qui n'a aucun sens. Mais c'est un repli sur soi, c'est l'absence de lien social, c'est la peur, peut-être de l'urgence aussi, de se dire bon voilà, la seule chose que je peux faire, c'est être reclus chez moi dans mon lotissement, derrière mes grands murs et mon barbelé, à regarder BFM TV. C'est pas une caricature, j'ai que ça. Enfin voilà, c'est 54%, c'est Marine Le Pen dans certaines communes des Pyrénées-Orientales. Si on était uniquement dans les Pyrénées-Orientales, on aurait Marine Le Pen en tant que présidente de la République. Donc c'est pas satisfaisant et enfin je ne peux pas m'en satisfaire, c'est pas possible. Et je crois qu'on est un certain nombre à penser de la sorte, sauf que on a combien d'abstentionnistes, combien de gens qui ont lâché l'affaire, combien de gens qui effectivement se mobilisent, mais qui ne vont pas voter. Et ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être la première des mobilisations. Et après, dans la mobilisation citoyenne, il y a aussi le fait de reprendre le pouvoir. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai réfléchi longtemps à me dire mais qu'est-ce que je peux faire. Donc il y avait le côté associatif, j'y étais, mais voilà, je me suis dit bon quitte à faire, allons-y. Au pire c'est un échec et au mieux, je fais avancer le schmilblick. Voilà, un petit peu l'idée. Ok. Justement, le pouvoir, on va vous le donner. Voilà, on a beaucoup parlé participation. Il est temps d'ouvrir aux questions nombreuses, enthousiastes de la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent dans la salle, comment c'est ou pas organisé. Donc, je vais peut-être en prendre un, si tu veux bien. Voilà, je vais le faire moi-même. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Tenez. Oui. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes, vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît? Bonsoir, donc Nicolas Jaïs, et merci pour tout ce que vous avez dit, c'était super intéressant. J'ai une question pour Camille. Tu parlais justement de ce qu'il fallait faire très prochainement par rapport donc aux océans. Et justement, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il y aura à faire en fait quelle mobilisation il faudrait avoir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, d'ici juin? Et il reste un mois. Et si tu n'as pas toutes les réponses tout de suite, où est-ce qu'on pourra avoir, au-delà de suivre ton Instagram, etc., d'avoir des informations plus concrètes, pour être très concrète, sur la question océan, je vous invite quand même à regarder ce que fait Sea Shepherd, qui sont sur quelque chose de l'ordre de l'absolu pour moi, qui est hyper important, parce qu'ils vont se battre corps et âme pour une baleine, et en fait ça représente aussi cet absolu dans l'amour, dans la beauté, pour le vivant, c'est-à-dire humain, non humain, qu'on doit avoir. Donc eux, ils ont toujours besoin d'aide financière, d'aide parfois de bénévoles sur place, etc. Donc si vous les suivez sur Sea Shepherd, vous allez voir leur action. Dans un autre registre, il y a Bloom aussi, avec qui je travaille pas mal en ce moment et qui sont canons, parce qu'ils font beaucoup de lobbying. Donc c'est à la fois beaucoup d'études scientifiques, donc ils se battent pour avoir les données, pour produire des études, pour ensuite faire du lobbying au niveau européen, etc., pour obtenir des décisions. Donc là, ils se sont battus. Là, c'est trop tard. Enfin, c'est pour cette question-là, en tout cas, le vote est passé. Mais sur la question, du deep sea mining, de l'exploitation minière des fonds marins, dans un mois, il y a la réunion de l'autorité internationale des fonds marins qui se passe en Jamaïque et on espère que la France appelle à rejoindre le moratoire d'ici là parce qu'ils sont en train de débattre pour adopter un code minier responsable. C'est dans le titre que ça ne va pas. Code minier ne peut pas, par essence, être responsable.
Bon, donc du coup, on essaye de mettre vraiment la pression avant cette réunion-là qui est hyper importante. Donc vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, on a fait une campagne qui s'appelle Look Down par rapport à Look Up, Look Down, voilà. Pas dans mal, l'actu. pas mal. Juste, j'en profite maintenant que j'ai la parole en 10 secondes, donc c'est là-dessus plutôt qu'il faudrait aller aider. Sur la question de l'optimisme, j'aurais bien aimé dire un mot. Ah, mais tu as la parole, mais tu as la parole. Je prends tous les droits, c'est pas grave. Parce que j'ai eu cette scène trop troublante il y a quelques jours. J'étais à une conférence à Bordeaux et j'ai vraiment quelqu'un qui m'a arrêtée, une jeune femme qui m'a arrêtée en me prenant le bras comme ça, en me disant même pas bonjour ou quoi, en me disant, en me regardant avec un regard de désespoir, enfin ou de je sais pas, mais je sentais que ma réponse allait être très importante, donc ça m'a mis dans une forme de responsabilité d'un coup, en me disant, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es optimiste? Et j'ai senti que la réponse que j'allais lui apporter allait vraiment diriger une partie de son existence. Enfin, je veux dire que c'était une question qui la arrangeait. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée. Et souvent, je fais des réponses un peu, voilà, avec des jolies phrases, Camus et tout, machin. Mais en vrai, de manière très sincère, ce que je veux vous dire, parce que j'espère que ça vous fera gagner du temps de comprendre ça, c'est qu'on s'en fiche. En fait, être optimiste et pessimiste, c'est s'extraire de ce qui va se passer demain. Mais le fameux monde de demain, tout ça, c'est nous, ce qu'on en fait aujourd'hui. Le futur, il n'existe pas déjà. C'est le principe du futur. Donc voilà, non mais c'est vrai. Donc vous ne posez pas cette question de est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste, faites avec, composez avec le monde et je continuerai à me battre dans tous les cas. On est plein, on est des milliers, des millions à être dans ce cas-là parce que on croit plutôt dans la beauté du monde, dans la beauté de l'amour, et c'est plutôt ça qui est cette force inépuisable qui donne cette ressource sur laquelle on peut toujours se raccrocher. Voilà. On aurait pu s'arrêter là-dessus, ça aurait été joli, mais il reste 28 minutes. Donc on va quand même passer à la parole. Oui. Alors, une autre question. Il y a un micro. Merci. Il n'y a pas quelqu'un qui veut passer les micros parce que je vais me lasser là. C'est bon. Je ne sais pas si vous entendez correctement. Où ça? Oui. Qui ça? Pardon, tout en haut. Ah oui, est-ce que tu peux on m'a demandé de vous lever quand vous posez une question. Levez-vous, c'est une... voilà. Et qui êtes-vous? Je crois pas. Non mais ça marche, ça fonctionne, hein, le micro. On vous entend. Oui. Oui. Il y a deux choses que je voulais vous dire. Ouais. Tout d'abord, bravo à toutes ces personnes courageuses de prendre la parole en public. Simplement, pour qu'il y ait une prise de conscience, est-ce que ça ne devrait pas aussi passer par le choix des mots? Moi, je fais un métier où j'aime beaucoup les mots. Oui. Et là, je vais faire le porte-parole de mon papa, mais il m'a dit quelque chose récemment. Je me suis dit, tiens, c'est pas bête. Il a dit, mais au lieu du slogan « Sauvons la planète », pour impacter les gens, ce ne serait pas mieux de dire, mais sauvons les êtres humains, sauvons l'humanité. Parce qu'on parle, ok, de l'environnement, on parle de la nature, on parle des animaux, mais si les personnes se rendaient compte réellement que la planète, elle continuera sans nous, qu'elle était déjà là il y a des millions d'années, et qu'elle pourra peut-être continuer des millions d'années après nous, que finalement, on va à notre propre extinction, en fait. Et qu'il s'agit plus des hommes avec un grand H, l'être humain, que la planète en tant que telle. Bien qu'on l'aime, cette planète, mais elle est là et elle restera sans doute après nous. Et c'est en ce sens que peut-être qu'auprès des décideurs, notamment politiques, ce serait intéressant de dire, c'est pas que sauver la planète, mais sauvez-vous aussi vous-même. Peut-être qu'il y aurait une prise de conscience encore plus grande. Et l'autre chose que je voulais souligner, mais alors là, c'est vraiment par hasard, parce que je tombais sur le panneau là où je vois tous les partenaires, et tout à l'heure, j'ai fait les courses, et avant d'acheter les légumes, je me suis dit, tiens, non, je ne vais pas acheter ces patates douces parce qu'en fait, elles viennent des États-Unis. Et tout d'un coup, j'ai cette petite prise de conscience en mode, mais oui, mais c'est aussi dans nos actes du quotidien qu'il faut, comme vous dites, changer le monde. Sauf que je vois qu'il y a un des partenaires qui est ici présent sur l'affiche. Je me dis, mais mince alors. Mais alors, c'est qui ce partenaire? Ah non, je ne le citerai pas. Alors, on va pas le citer. Il faut le dénoncer. Aïe, aïe, aïe. Il y a Vinci. C'est pas Vinci, on ne fait pas ses cours chez Vinci. Non, c'est voilà. Supermarché, Lidl. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est pour dire que c'est vraiment compliqué au quotidien, effectivement. Bien sûr, effectivement. Merci beaucoup. Peut-être sur cette question, sauver les hommes avec un grand H, les femmes et les hommes, et sauver la planète, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais juste quelque chose, quand on dit sauver la planète, c'est aussi sauver, en 20 ans, il y a eu 30% d'oiseaux en moins, pas des espèces, hein, mais du nombre d'oiseaux, 70% des vertébrés mammifères
enfin des mammifères vertébrés qui se sont effondrés, la population 70% en 50 ans. Donc il y a quand même une réalité aussi, aujourd'hui et pas seulement dans le futur, de la chute de la biodiversité et du vivant dans son ensemble. Toi, j'ai l'impression que tu vois. Oui, là, je le sens bien. Ouais. C'est intéressant ce que vous êtes en train de poser, parce que justement, l'idée, c'est que l'humain a besoin d'être accompagné à changer ce qu'on appelle sa représentation axiologique du vivant. Ça veut dire quoi, la représentation axiologique? C'est-à-dire la représentation que l'on a de la place de l'homme avec le vivant. Et poser sauvons les humains, certes, l'argument était très intéressant, mais ça veut dire qu'on est encore dans l'entretien de cette représentation qu'on appelle anthropocentrée, avec un humain au milieu et tout le reste autour. Et justement, tout le travail, en l'occurrence de l'écopsychologie, mais c'est pas que, enfin, c'est ce qu'on fait tous, c'est d'aider aussi l'humain à se remettre à sa place, c'est-à-dire aller vers peut-être de l'écocentrisme ou de l'holisme, peu importe, mais en tout cas de se remettre dans cette posture d'horizontalité avec le reste du vivant pour prendre conscience que on fait partie d'un écosystème. Et en fait, ça pose des questions importantes, c'est-à-dire le fait que notre pensée ne veut pas penser complexe et systémique. Et ça, c'est fondamental, c'est qu'il va falloir aussi éduquer et apprendre à penser de manière systémique et complexe les problèmes pour pouvoir apporter des solutions et des actions qui soient en cohérence pour l'ensemble du vivant. Alors certes, peut-être les humains, ils mourront et après, il y aura la vie, mais on laisse quoi? Donc on pourrait répondre à ces questions éternellement, mais je pense que le fond du problème est vraiment quelle représentation axiologique on veut donner. Est-ce qu'on entretient encore une représentation où on met l'humain soit en termes de hiérarchie avec l'humain tout en haut, on pourrait dire même l'homme, puis les femmes et le reste du vivant, ou anthropocentré, ou est-ce qu'on fait évoluer aussi nos mentalités vers une représentation où on s'inclut de manière humble, et humble, l'humilité, ça vient du mot humus, et l'homme partage la même racine. Et l'humus, c'est cette toute fine couche qu'on a sur la Terre, où il y a du vivant, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, on doit revenir là, bien enraciné, comme tu l'as dit, regarder en bas. C'est exactement ça. Une autre réaction ou on passe à une autre question? Bien sûr. Tu voulais dire quelque chose, Loïc? Non, pas mieux. Pas mieux? T'as pas mieux? Pas Ok, mieux, donc on passe à la question d'après. Il y avait une question là, voilà. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup. C'était vraiment très riche et inspirant et ça donne du baume au cœur. J'ai vraiment, notamment, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur notre rapport à la temporalité et le fait finalement qu'on pourrait remplacer urgence d'agir par nécessité d'agir. Et donc, j'en viens à ma question qui est aujourd'hui, notamment, je parle peut-être à Sarah et Camille sur mobiliser les gens et comment donner envie. Je parle en fait du fait qu'on est quand même souvent dans un entre-soi et je suis sûre que si on faisait un petit sondage dans cette salle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprennent énormément de choses, si ce n'est qu'ils ont envie d'entendre ces choses-là. Et en fait, comment on mobilise les gens qui ne sont pas encore dans cette démarche d'action et de choses comme ça? Parce que ça, c'est vraiment une grande question que j'ai. Je pense que ça passe vraiment par l'éducation, l'instruction sur tous ces sujets-là. Mais comment on donne envie aux gens de s'instruire, qui est la première étape pour après agir et améliorer la situation? Comment on arrête l'entre-soi? Vaste question, ça. Merci pour votre question. C'est une grande question et qui n'est pas complètement résolue. Donc c'est plus des pistes, je pense, de ce que moi j'ai vu fonctionner, mais de ce que d'autres groupes ont réfléchi. Je pense qu'il y a d'abord, il y a une chose sur laquelle je crois que tout le monde va être en colère que je dise ça, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je pense qu'il faut qu'on arrête de croire que les faits convainquent les gens d'agir. C'est pas l'information, en fait. Les faits convainquent les gens d'agir. C'est pas l'information qui fait que les gens vont se dire « Ah, maintenant, je sais, alors je vais marcher dans la rue et tout ». Sinon, je pense qu'aujourd'hui, on a accès à quand même une grande majorité de la population, peut-être pas toute, mais une immense majorité de la population a accès à des informations qui nous disent que concrètement, il faut qu'on agisse parce qu'on a une urgence d'agir sur les questions qui nous concernent. Donc ça, c'est la première chose et je pense que moi, c'est ce à quoi j'ai été confrontée pendant un temps. C'est que je me disais, mais pourquoi? On leur a dit, mais c'est écrit là, mais pourquoi? Et en fait, cette approche, elle est problématique parce qu'elle ne prend pas en compte
ce qui a été prouvé et reprouvé par toutes les sciences cognitives, qui est que, en fait, notre comportement ne dépend pas de notre simple savoir, mais de la connexion à nos émotions, à nos valeurs, à nos expériences. Et donc, je crois que le meilleur, en tout cas, moi, ce que j'ai vu le mieux marcher pour convaincre des gens d'agir également, c'est pas forcément de leur rabâcher pourquoi ils devraient agir, mais de les inviter à rejoindre des actions pour voir en fait comment cette expérience elle est transformatrice, pas simplement pour ce qu'elle produit politiquement, mais aussi ce qu'elle produit en termes de relations sociales. On a eu un mouvement qu'on a déjà tendance à oublier en 2018, le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement justement qui a été particulièrement politiquement, pour moi, un fait politique probablement générationnel, qui est que le but n'était pas juste d'obtenir quelque chose, le but était aussi de se reconnecter entre personnes qui étaient particulièrement isolées. La plupart des sociologues qui ont travaillé sur ce mouvement ont montré qu'en fait, il y a eu de la resocialisation dans des espaces dans lesquels il y avait plus de cafés, plus de centres sociaux, plus d'espaces où se trouver. Donc, pour revenir à l'idée de comment est-ce qu'on amène les gens à agir, je pense que d'abord, la question de la connexion sociale, c'est la première chose à faire, et le partage d'expériences. C'est pour ça que, par exemple, chez Change.org, on était beaucoup dans le fait d'inviter des gens à aller chercher leurs proches, leurs amis, pour mener des actions ensemble, et je sais que Camille fait aussi beaucoup ça. Donc, plutôt d'amener les gens à proposer, à rejoindre des actions, à partager une expérience sociale, plutôt que de leur dire voilà comment vous devez fonctionner. Il y a un autre élément, et après je te laisserai la parole, Camille, qui pour moi est aussi fondamental, c'est comment est-ce qu'on ne demande pas aux gens de nous rejoindre, mais comment est-ce qu'on permet aux gens de s'auto-organiser. Et ça aussi, c'est toute une approche de la mobilisation qui doit changer. D'ailleurs, là, j'utilise mobilisation pour que ça soit plus simple et qu'on comprenne, mais moi, je préfère parler d'organisation collective, parce que la mobilisation, c'est un peu « il faut faire ça, venez tous, rejoignez-nous », alors que l'organisation collective, c'est « on a ce problème, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ?» L'auto-organisation. C'est l'auto-organisation. Et donc, la démarche d'appropriation de l'action est aussi un moteur beaucoup plus puissant que le fait d'inviter des gens à rejoindre. Et quand vous parlez d'endogamie dans cet espace, qui peuvent être de l'endogamie sociale, endogamie raciale, endogamie de genre, etc., il y a une vraie question qui est comment est-ce qu'aujourd'hui on passe plus de temps à aider les gens à s'auto-organiser justement dans ces espaces qui sont sous-investis politiquement. Et pour moi, c'est le rôle, et je reviens à la question politique, c'est le rôle du politique. Pour moi, le rôle du politique, c'est d'aider les gens à s'auto-organiser, pas leur dire voilà ce qu'on doit faire, suivez-nous. Camille, tu voulais compléter? Ouais, je voulais surtout, du coup, je vais pas revenir sur la deuxième partie de ce que tu dis, parce qu'on en avait déjà parlé pas mal ensemble. Et c'est exactement ça. Moi, je l'ai compris tard. En soi, je suis pas très vieille, donc ça va. Mais au début, de demander, et on apprend tout le temps, c'est cool, mais de dire, OK, on a un plan, vous allez faire tel truc, vous allez à tel endroit signer telle pétition à un moment donné, faire ça, ça, ça. Et on a besoin, parce que massivement, quand on dit on est 200 000, c'est plus cool que quand on dit on est 2000, donc c'est nécessaire. Maintenant, en vrai, c'est, je pense, depuis ICOP, plutôt retourner la question. Et c'est pour ça que ce moment est incroyable. Il y a des gens plus dans la pièce là qui travaillent dessus, donc c'est cool, coucou à eux. C'est de se dire, en fait, qu'est-ce que toi tu peux faire? Voilà le problème. Et maintenant, quand on me pose la question par où je commence, qu'est-ce que je fais? Le conseil que je voudrais vous donner, c'est écouter. Et on a perdu cette faculté, enfin je sais pas si elle a existé un jour, mais j'ai l'impression de plus en plus être entourée autour de moi de gens qui ne s'écoutent pas. Et c'est devenu vraiment la chose, c'est la qualité que je recherche pour les gens qui m'entourent. C'est la capacité d'écoute. Et donc, en fait, si vous voulez convaincre, sortir de vos cercles et convaincre vos amis, vos proches, en fait, écoutez-les. Qui sont-ils? Et alors là, vous allez trouver une manière de coexister. C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir une passion commune pour un auteur? Est-ce que ça va être quand on dit, par exemple, il y a plusieurs langages pour dire « je t'aime », c'est en fait connaître ça. Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous êtes? Et en fait, si vous retrouvez cette capacité d'écoute, alors vous gagnerez énormément de temps dans votre capacité à convaincre. Donc très concrètement, là, quand j'expose l'exploitation minière des fonds marins à des gens, je dis, vous, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, il y a un type qui me dit, nous, on pourrait développer une application, ou sur ICOP, on a dit, on peut développer une application qui vous permet de savoir si votre argent qui est à la banque, en fait, elle finance indirectement cette pipeline. Mais c'était tellement pas dans mon logiciel de pensée que c'était quelque chose du domaine du possible, que je ne pouvais pas dire à cette personne, j'aimerais bien que tu fasses ça. Donc en fait, dans le fait de retourner la question,
Mais là, dans cette salle, c'est incroyable. Donc là, si vous pouvez faire un truc en sortant, c'est de vous dire que vous êtes quand même des gens qui habitez dans cette région-là, a priori, que vous êtes plus ou moins intéressés par la question, ou alors vous êtes fait traquenarder, je suis désolée pour vous, c'est bientôt fini, courage. Mais a priori, il y a aussi beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Donc, regardez-vous, parlez-vous, débarrassez-vous de cette pudeur qui nous fait perdre un temps fou. Et en fait, rencontrez-vous parce que vous pourrez gagner un temps dingue. Et je ne compte pas. Là, j'étais en café en train de travailler. Une jeune fille qui est venue me voir en me disant mais c'est trop dommage, j'ai envie de faire plein de trucs, mais il se passe pas grand-chose à Montpellier. Et en même temps, j'ai des assos à Montpellier qui me disent mais on a du mal à mobiliser des gens. Et en fait, parlez-vous, parlez aux gens, même dans la rue, dans le bus. Là, à ces salles-là, là, c'est hyper précieux. Le moment où vous êtes là, on n'est pas sur des écrans. On est dans une salle ensemble, aux gens qui habitent à un même endroit, qui partageons cet espace-temps. Donc, utilisez-le, c'est archi précieux et c'est trop rare. Eh bien, parlez-vous, tiens. Est-ce que vous connaissez la personne à côté de vous? Ça va Non. trop bizarre, désolée. Oui ou non? Pas nécessairement. Tiens, on va prendre 2 minutes et vous allez rencontrer quelqu'un dans la salle que vous connaissez pas. Allez, hop. Allez, on le fait vraiment? Si vous êtes à côté de quelqu'un que vous connaissez, vous changez et vous vous dites. Allez, hop. Là, vous me détestez. Voilà, on met en action. On s'empower. Allez, 2 minutes, comme ça, nous, on souffle. Hein? Ah non, moi, je vais pas. C'était Paris. D'accord. C'est une autre expérience. Voilà, exactement. Ça peut être encore plus l'article. Avec cet objectif que tu t'étais fixé précédemment, par exemple pour l'université dont tu parlais, faire des relevés. Oui, mais moi je l'ai fait, mais j'étais dans un âge quelques fois et en fait il y a un moment dans la messe où tu dois aller serrer la main. Oui, c'est vrai. Et bah c'est flash. Ouais. À se reconnaître, ouais, c'est trop utile. Non mais tu vois. Non mais tu sais que Rob Hawkins, à une conférence, il m'avait dit qu'il demandait en fait aux gens de se regarder, mais c'était plus dur, de se regarder dans les yeux. Il n'y a pas de limite. Pas en Occitanie particulièrement. Vous êtes absolument magnifique. Alors. Bon, je vais reprendre le contrôle de cette conférence, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Allez, hop. Alors, on lève la main en intelligence collective, ça veut dire qu'on essaye de se taire quand on a la main levée. Ou comme tu veux, comme ça. Voilà. Allez. On lève la main, quand on a la main levée, on se tait. Voilà. Le silence va se faire, c'est absolument sublime. Maintenant que vous vous connaissez tous et toutes extrêmement intimement, on va pouvoir reprendre. Et il y avait une question qui était là, c'est ça? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir, connaître votre opinion sur pourquoi les médias mainstream sont dans le déni et ne parlent pas de la gravité de la situation. Parce que quand j'essaie d'expliquer ça aux gens qui me posent la question, j'ai l'impression d'être au collège et de dire « mais parce qu'ils aiment l'argent » et d'avoir aucun argument crédible. C'est parce que c'est tous des vendus. Et en fait, je voudrais savoir ce que vous en pensez au fond parce que j'ai pas vraiment de réponse et ça me tétanise. Merci beaucoup. Déjà, ça s'améliore beaucoup, quand même, faut pas exagérer. La situation, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était terrible. On organisait des conférences spécifiques pour les médias, pour les journalistes. Honnêtement, il y avait 50% de climato-sceptiques. Ça a quand même bougé. Et après, je vous laisse dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je vais être très courte. Clairement, il y a une des raisons pour lesquelles les médias mainstream ne parlent pas de l'urgence climatique, c'est que ça va à l'encontre d'intérêts privés. Et aujourd'hui, le système médiatique français est quand même principalement détenu par quelques milliardaires qui n'ont pas d'intérêt. Je suis désolée, ça peut faire un peu complotiste, mais c'est une réalité en fait. C'est quelque chose où on sait très bien qu'aujourd'hui on a encore des médias libres en France, ça existe. France Inter, c'est pas détenu par un milliardaire. Enfin, on est très riche, hein, mais si tu veux.
par exemple. Et on en parle quand même. En fait, on peut vraiment se poser une question aussi de l'emprise aujourd'hui. Donc je vais en aller encore plus loin dans l'emprise aujourd'hui du pouvoir politique sur les médias. Et savoir qu'aujourd'hui, finalement, on a supprimé, par exemple, la redevance télévisée. Donc tout le monde est content de payer moins d'impôts. Mais en fait, quand on n'a plus d'impôts pour des médias publics financés par un impôt, en fait, leur budget dépend du pouvoir politique et donc du gouvernement. Et donc ça aussi, ça a un impact sur la capacité des médias à rendre compte. Et je voudrais dire un truc, c'est pas juste ils ne veulent pas qu'on en parle, il y a aussi une vraie question de ressources dans les médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les médias n'ont pas assez d'argent pour faire de l'enquête, faire de la recherche, etc. Ce qui limite aussi leur capacité à envoyer des gens sur le terrain, à aller suivre des actions. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on n'a pas d'informations qu'on devrait avoir sur des grandes chaînes, des grands médias, et en particulier sur des médias publics. Autre réaction à cette question? Ouais, juste un point de... Je pense que d'abord, ça dépend des médias. Effectivement, si on demande à Bolloré ce qu'il pense de la planète, et on a des infos qui sont vachement plus tronquées. Mais il y a quand même, si on prend Le Monde, par exemple, dans Le Monde, il y a un onglet planète qui est hyper bien fourni. Ils font un travail et ça a vachement changé. En 2 ou 3 ans, ça s'est transformé. Il y a un vrai travail de journalisme là-dessus, et on trouve des infos qui sont hyper précieuses. Donc il y a cette partie-là, mais effectivement, entre la temporalité de l'information, de savoir ce qui prime, etc., plus les divers intérêts Mais bon, le fait est que quand on veut vraiment s'informer parce qu'on s'intéresse à un sujet, on y arrive. Mais effectivement, il faut aller chercher soi-même parfois, et c'est parfois un peu difficile. Par contre, ce qui manque clairement en termes d'exposition, et je pense que ça pourrait vachement résoudre les difficultés d'éco-anxiété qu'on a tous, hein. Moi le premier, je me lève souvent la gorge serrée, c'est une fenêtre sur ce qui marche et qui existe déjà. Et il y en a plein, hein, des choses comme ça. Des gens qui font des choses extraordinaires à hauteur d'homme et qui n'ont pas besoin d'1 million de dollars en financement, hein, juste qui s'engagent sur le terrain et qui changent la vie de leur territoire parce qu'ils y vont courageusement, qu'ils ont arrêté d'écouter... Non, je vais arrêter de balancer des noms comme ça, moi. Mais qui s'engagent courageusement et qui font les choses, et ça fonctionne. Et ça, c'est pas nouveau, parce que les chiens écrasés qui font vendre France Soir, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Donc c'est pas quelque chose propre au climat ou aux questions écologiques, le fait qu'on n'en parle pas, et de l'urgence de l'information qui prime et des mauvaises nouvelles. Donc ça a été toujours presque un marronnier du monde des médias. Si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, mini confidence, comme je suis feignant, j'ai payé quelqu'un pour faire un truc que j'aurais dû faire moi-même il y a 2 ans. J'étais fatigué, j'étais un peu en difficulté, et j'ai appelé un journaliste pour me rencarder sur ce qui se passait réellement en Afrique de l'Ouest. Qui étaient les gens de la société civile qui se bougeaient et qui changeaient réellement la vie des territoires, et qui étaient des gens qu'on pouvait citer à titre d'exemple. Et je voulais aller rencontrer ces gens-là pour les inclure dans l'expédition, dans la prochaine aventure. Et en fait, la journaliste a bossé 1 mois, elle m'a renvoyé 250 pages, avec, je vous promets que les 250 pages, c'était gavé de gens qui méritaient de faire la une du Times. Et dans ces 250 pages, il y avait une des personnes qui est parmi vous ou parmi nous ce soir, il y avait Blandine Sankara, qui est là, qui a rien attendu de personne. Elle a retourné la terre. Elle a demandé à une dizaine de femmes au départ de s'engager à ses côtés. Le résultat, c'est qu'elles sont parties d'une terre qui était stérile. En 1 an, elles l'ont rendue fertile. Merci. Et en fait, cette notion de guérison, pour moi, ça m'est cher. Hein. Et là, on parle de la terre et pas du corps, mais finalement, on voit que c'est exactement la même chose. Ça fonctionne, cette démonstration, elle est là. Et si on a besoin de reprendre courage et de reprendre des forces, je trouve que dans tous ces exemples-là, et je cite Blandine parce qu'elle est là et que je vous invite vraiment à la rencontrer tout à l'heure si vous avez 2 minutes pour... Je suis désolé, Blandine, ça va te prendre du temps.
Mais des gens formidables comme ça sur cette planète, il y en a plein, et que ce soit les minots avec qui je bosse au Groenland, ou c'est des leçons de vie permanentes. Et donc, ça répond. Je suis désolé, je suis parti complètement à côté de ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais c'est un peu ta spécialité, mais c'est pas mal, parce que tes réponses sont intéressantes. Camille, tu voulais rajouter quelque chose? C'est une autre question qui se prépare, allez-y, mais rapidement, il y a aussi, ça c'est ce dont vous parlez toutes les deux, c'est un gros sujet, il y a aussi le traitement médiatique, et en fait aujourd'hui, soit c'est une rubrique catastrophe, donc c'est genre en mode il y a une catastrophe naturelle, donc la partie environnement, c'est soit les animaux mignons, pour en avoir parlé avec des journalistes de grands médias, ils nous disent c'est soit on nous envoie faire des trucs sur les animaux mignons parce que ça marche bien, soit c'est sur les catastrophes naturelles, donc en fait on dépolitise complètement la question de l'écologie, donc on rend pas du tout justice à la réalité du terrain et du problème. Le deuxième, c'est cette illusion totale qui va de pair avec une espèce de surscientifisation du débat, de la neutralité journalistique, qui fait que vous n'imaginez pas le nombre de fois où je me suis retrouvée, moi et plein d'autres activistes, contre, au début, des climato-sceptiques, pas plus tard que l'année dernière, sur un plateau en prime time d'M6. Le type, en fait, si on voulait rendre justice à ce qui se passe réellement dans le débat scientifique, il aurait fallu avoir un climato-sceptique et puis des milliers de scientifiques qui arrivaient pour dire tu dis n'importe quoi. Et là, le débat aurait été représentatif. Mais en fait, ils imaginent qu'il suffit de prendre des avis contradictoires pour représenter réellement la neutralité. Donc c'est une neutralité à peu près niveau 0 de CP, quoi. Donc il y a aussi ce sujet-là à changer. Et pour ça, il y a une charte qui a été lancée. C'est du journalisme engagé. Il y a pas mal de journaux qui ont signé. Il y a plein de journaux qui ont signé ça et c'est canon parce qu'en fait c'est formation des scientifiques, des journalistes, c'est fact-checker l'information, c'est aller plus sur le terrain, etc. Il y a 10 points, c'est extrêmement clair, ça donne plein de solutions. Pour finir, 2 points. Des idées de médias sur lesquelles vous pouvez vous informer qui vont loin. Il y a Blast notamment avec Paloma Moritz qui fait un super travail. Il y en a plein. Audrey Garrick au Monde qui écrit des super journaux. Bon pote aussi. J'allais y venir après parce que c'est la partie média. Enfin, c'est justement, je voulais vous dire sur les réseaux sociaux. Et juste, si vous lisez en anglais, ça fait hyper snob, mais c'est pas grave. Mais vraiment, le Guardian, ils vont beaucoup plus loin. Même le New York Times dans les enquêtes. Nous, sur le deep sea mining ou sur ECOP, ils font les enquêtes bien avant les médias français. Donc, je vous invite quand même à regarder les médias anglo-saxons. Et aussi, pour finir sur ça, on peut s'organiser en fait. Et c'est-à-dire que si les médias traditionnels privés, on donne un temps de parole limité, ne représentent pas vraiment ce dont on veut parler, en fait, prenons cet espace. Et c'est là que les réseaux sociaux font peur parce qu'ils ont du pouvoir, mais ils ont un truc de dingue. Donc il y a mon pote, il y a Swan, elle m'a un vouloir, mais Swan, si vous connaissez pas son compte, elle est géniale et elle en parle hyper bien, avec beaucoup d'humour. C'est quoi son compte à Swan ? Swan Périssé, il y a Envers chez vous, qui est une chaîne spéciale sur l'écologie et qui parle de toutes les solutions, où elle va à la rencontre des gens en vélo partout en France pour faire des projets concrets. Donc en fait, moi il y a plein de fois où je me suis dit, là je suis invitée pour parler sur un plateau de BFM ou je sais quoi sur le GIEC, ils me laissent 3 minutes, ils vont me couper en plein milieu pour me parler d'une question qui n'a rien à voir. En fait, est-ce que je refuse pas, et je mets pas ce temps-là, à faire une vidéo de 20 minutes, même si on me dit que ça marchera pas, parce que les gens prennent pas 20 minutes, et parce qu'en fait, je suis persuadée que le GIEC, si on doit expliquer le volet 3, on a besoin de ce temps-là, et on crée notre moment, notre espace avec nos règles. Donc en fait, on peut aussi s'organiser, nous, collectivement, contre ces médias mainstream qui ne parlent pas correctement du sujet. Merci Camille pour ces mots. Swan, du coup, on va aller voir ton compte et malheureusement, c'est fini. Voilà. Mais vous pourrez venir voir nos magnifiques intervenants et intervenantes juste après, puisqu'on sera par là probablement. Donc si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Ouais, t'as l'air contente Camille, bien sûr. Donc, il nous reste à vous remercier. Merci d'avoir été là aussi tard. Oui. Le média reporter, mais il y en a plein, bien sûr, reporter. Ouais, oui, reporter avec Terre comme la Terre à la fin, bien sûr. TE2R, oui, tout à fait. Absolument. Merci pour cette proposition. Voilà. Salut, engagez-vous bien. Ciao.